Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau lab de Workplace Magazine consacré à l'hospitality management. Depuis la crise sanitaire, les salariés semblent en plein questionnement, remettant en cause le sens au travail, le retour au bureau, la considération de leur employeur. Face à ce constat, les entreprises redoublent d'efforts pour attirer et fidéliser. Parmi les pistes envisagées, celle de repenser les services et d'aller vers l'hospitality management semble devenue incontournable. Elle tente alors de proposer une expérience unique en apportant la bonne réponse au bon moment, au bon endroit et en prenant soin des salariés de plus en plus considérés comme des résidents ou hôtes de lieux de vie. Mais alors à quoi ressemble l'hospitality management dans les bureaux ? Comment les directions de l'environnement de travail et des ressources humaines s'emparent-elles du sujet ? Quel profil pour incarner l'hospitalité ? On en parle dans un instant avec nos invités. Bonjour et bienvenue à vous quatre. Tariq Leptaï, vous êtes directeur engagement, expérience et hospitality group chez Dassault Systèmes. Bonjour Julie. Alexis Torgoman, vous êtes quant à vous responsable facility management et environnement de travail chez Ipsen. Bonjour Julie. À vos côtés, Guillaume Amar, directeur général d'Harmonia. Bonjour Julie. Et enfin Cyril Duguet, directeur général associé et fondateur du cabinet Convergence. Bonjour Julie. Merci d'être avec nous ce matin. Alors depuis quelques mois, le terme hospitality management se banalise et s'impose dans le discours des entreprises. Chacun y met sa définition, mais ça traduit quand même quelque chose. Pourquoi on en entend de plus en plus parler ? Est-ce qu'il s'agit d'un gadget marketing ou d'une vraie transformation, Guillaume Amar ? Alors, ce sujet effectivement de l'hospitality, c'est pas un gadget, ça c'est une certitude, et c'est quelque chose qu'on a vu arriver avant le Covid. En 2019, il y avait déjà dans les startups, dans un certain nombre de sociétés, une envie d'avoir des happiness managers, de donner un côté fun dans l'environnement de travail. Le Covid est arrivé, tout s'est arrêté, il a fallu effectivement plutôt gérer de la distanciation, chacun chez soi. Retour au travail, retour effectivement dans l'environnement de travail, retour au bureau. Et là, comment faire revenir les collaborateurs au bureau, si ce n'est par des services attractifs, par un nouvel environnement de travail. Et c'est à partir de ce moment-là qu'effectivement, on a vu de plus en plus émerger l'hospitality, qui aujourd'hui pour nous n'est plus un gadget, mais bien une nécessité, ou en tout cas un réel besoin. Plus un gadget, une réelle nécessité. Je pense que Cyril Duguet, vous partagez aussi ce constat. Oui, parce que je disais souvent, avant l'hospitality, c'était plutôt un gadget avant le Covid, parce que c'était l'univers de la start-up, du coworking qui avait utilisé ces codes-là. Donc, mais le bouleversement lié au télétravail, donc le Covid et le télétravail, et les collaborateurs qui veulent avoir plus de sens aussi vis-à-vis de l'entreprise et vis-à-vis aussi de la planète, on va dire, ont eu beaucoup d'exigences et l'entreprise doit aussi s'y coller et avoir des vrais engagements vis-à-vis de ses collaborateurs, d'où la transformation d'usage et de services qui arrive avec une vraie notion sur l'utilisateur, le côté user-centric qui prend du sens. Tariq Leptaï, est-ce que vous constatez aussi que les attentes des collaborateurs ont évolué ? Puis si on prend un peu de recul pour observer aussi la société, l'évolution de la société, l'évolution des villes, si vous prenez le cas des aéroports, si vous prenez le cas des gares, si vous prenez le cas des salles de sport, si vous prenez le cas des centres commerciaux ou de tous les espaces, en fait, on est passé d'espaces qui étaient très transactionnels, je vais prendre mon train, à des espaces de vie, à des espaces multiserviciels, à des espaces d'interaction et j'ai envie de dire même parfois d'émotion. Donc, en fait, on passe d'un espace qui est un espace de travail à un espace qui est un espace de vie, un espace d'échange. Et là, la dimension engagement et attachement, la dimension, comme vous le disiez, post-Covid, mais avant aussi, la dimension relative à l'expérience et dont fait partie l'hospitality. Et au niveau des attentes des collaborateurs, est-ce que vous avez senti une évolution ? Cyril parlait de plus en plus d'exigence, en tout cas. Je dirais comme le citoyen, parce que pour moi, on est dans un monde en résonance. Il y a l'exigence et il y a parfois l'impatience. Le besoin d'avoir, lorsqu'il s'agit c'est même pas un service, la réactivité des services de l'organisation, c'est l'attente, elle est réduite. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une réponse assez rapidement lorsqu'il y a un dysfonctionnement, lorsqu'il y a quelque chose à améliorer, etc. Donc il y a une exigence plus forte. Alors, ce
que vous dites est très juste parce que nous, ce qu'on constate, c'est que pendant longtemps, il y avait un temps donné à chaque service, il y avait un temps de réactivité qui était possible. Aujourd'hui, comme la nouvelle génération en un clic peut obtenir ce qu'elle veut au quotidien, on se retrouve dans une situation où dans l'environnement de travail, en un clic, on doit avoir le service attendu, comme à la maison, comme ce qu'on peut avoir en bas du bureau. Donc on a besoin effectivement d'être extrêmement réactif, mais pour répondre au service, il faut aussi comprendre l'environnement dans lequel on évolue. C'est-à-dire que je dis souvent, il n'y a pas un hospitality management, il n'y a pas un modèle, ça va dépendre de la culture de votre entreprise, ça va dépendre de la typologie des collaborateurs, ça va dépendre du lieu dans lequel, dans l'environnement dans lequel le siège social se trouve. Bref, en fait, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de comprendre l'hospitality, c'est un ensemble, c'est pas un modèle unique de pilotage d'une prestation. Alexis Torgoman, de votre côté, quel constat vous faites? Vous êtes dans l'hospitality depuis un petit moment, peut-être que vous pouvez nous en dire un mot. Est-ce que vous constatez effectivement une évolution aussi? Oui, complètement. Alors, je trouvais que c'était pas si gadget que ça en 2017 pour l'occasion. Moi, j'ai été recruté à ce moment-là, donc déjà certaines entreprises voulaient faire de l'innovation, montrer quelque chose de différent et faire dans leur recrutement et dans leur service ce point de contact, ce côté hôtelier, une vraie valeur ajoutée. Et en fait, en tout cas là où moi j'ai été, ça a très bien marché. Et il y avait déjà cette notion d'happiness manager. C'était en effet le premier mot qu'on leur donnait, que moi maintenant je n'aime plus évidemment, mais c'était vrai, c'était vraiment, on avait moins de connaissances techniques, mais plus de soft skills, une posture, une manière de répondre. Ça a été un vrai changement, et les clients qui ont voulu tester ça au début, ils ne savaient pas vers quoi ils allaient, mais maintenant je pense que ça a bien changé. Et même si le Covid a en effet un peu stoppé ça à un moment, il y avait aussi cette ère de réassurance quand ils sont revenus au travail directement quelques mois après. Nous, on devait être là aussi pour les rassurer, pour être leur point de contact sur des petites choses simples, mais qui pour eux faisaient leur journée, leur vie. Donc ça a été, il y a eu le métier qui est apparu très vite, a été très vite bouleversé lui-même. Je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit, mais je trouve que c'était pas si gadget que ça. Après voilà, mon sentiment, l'hôtellerie était à cette manière, cette vision de faire les choses que les entreprises ont voulu calquer parce que ça marche. C'est forcément, on sait à qui on va poser une question, on sait vers qui on va se tourner, un pôle, un centre serviciel, ça va très bien marcher et ça va enlever un certain stress, une certaine attente. Voilà, on a tout besoin d'un clic et ça marche. Alors, ce qui est intéressant dans vos propos, c'est que vous êtes issu des métiers de l'hôtellerie. Oui. Et donc, effectivement, pour vous, c'était quelque chose quasiment naturel de basculer vers les métiers de l'hospitality, de l'happiness manager. C'est vrai que pour, on va dire, les anciens ou les professionnels de l'accueil traditionnel, comme le groupe que je représente, c'était un sujet qu'on a vu venir, mais on ne savait pas trop si ça allait être un gadget, une tendance marché, parce que les startups, le baby-foot et autres, ou bien si véritablement ça allait s'inscrire dans la durée. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que oui, ça s'inscrit dans la durée. Alors peut-être qu'il sera intéressant de définir pour les auditeurs ce qu'on entend par hospitality management au sens large. Mais en tout cas, ce que l'on constate, nous, c'est qu'il y a une demande forte autour de ce terme. Et après, effectivement, il faut comprendre ce qu'on met derrière. Voilà, ça, c'est aussi important, parce que hospitality, c'est très large. Qu'est-ce que vous mettez justement, par exemple, nous, au niveau du groupe Harmonia, l'hospitality, c'est essentiellement, non pas un concept, mais une nouvelle façon de piloter l'ensemble des prestations dans un building. D'abord tertiaire. Nous, on s'adresse plutôt à du tertiaire. Et dans ce building, on a à la fois les prestations et les collaborateurs, avec une notion, ce qu'on appelle de one team, d'une seule équipe. Comme dans un hôtel, là, on prend les codes de l'hôtellerie, vous avez un point central, qui est un point où vous pouvez être vu par tout le monde, c'est-à-dire le desk d'accueil généralement, ou un kiosque. À partir de ce point central, on va délivrer l'ensemble des services, avec l'équivalent, aujourd'hui on appelle ça un hospitality manager, mais c'est ce qu'on appelait avant une gouvernante ou un chef de réception, qui va coordonner, animer l'ensemble des prestations du building. Restauration, chauffage, propreté, salle de réunion, bref, l'ensemble des services, et répondre à tous les irritants du quotidien, voire répondre à des demandes qui sortent de l'ordinaire, dites extraordinaires, qui peuvent être à un moment une assistante de direction qui appelle pour organiser en urgence, je ne sais pas, un cocktail le soir même, un anniversaire surprise. Et ça fait partie de cet environnement. Donc, c'est pour ça qu'après, nous, c'est comme ça qu'on définit aujourd'hui la notion d'hospitality. Je sais pas si... Alors, on va revenir sur l'illustration un peu plus concrète aussi de l'hospitality dans les bureaux.
Pour rebondir un peu sur ce que Tariq disait, Cyril Duguay, il me semble que vous dites qu'on est passé de l'ère fonctionnelle à l'ère servicielle. Oui, ou expérientiel, je Ou dirais même, expérientielle. parce que avant, on va dire, on pilotait de la contrainte technique, du fonctionnel. Or, aujourd'hui, avec le télétravail et les changements d'usage, parce qu'aujourd'hui, quand on vient au bureau, on se pose pas derrière un poste de travail, on fait plein de choses dans la journée, à la fois du collaboratif, alors plein d'éléments. Donc, ça veut dire que le rôle de la partie de DET, hospitality, etc., est justement de garantir ce côté expérientiel. Du moment où j'arrive le matin jusqu'au moment où je pars le soir, le collaborateur doit être pris en charge en fonction de ses besoins. Et ces besoins, ils sont multiples aujourd'hui, ils sont moins, on va dire, catalogués et fonctionnels. Alors justement, moi je suis en charge également de l'engagement, c'est-à-dire qu'on a découpé la journée Y en anglais, donc je veux dire la journée, mais en 3 dimensions. D'abord la vie du collaborateur chez Dassault Systèmes, ça veut dire quoi? C'est-à-dire l'arrivée, l'onboarding, et puis quelques années ou quelques dizaines d'années, et puis peut-être un départ. Et l'année du collaborateur, donc l'année, ça signifie début d'année, les entretiens annuels, les échanges, la progression, les projets réalisés, les équipes, et au final, donc, la journée. La journée, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire j'arrive, je passe une journée, qu'est-ce que j'apprends? Parce que c'est important, c'est pas un hôtel, c'est autre chose, c'est un lieu de vie, mais avant, c'était peut-être dans certaines entreprises un lieu de productivité, où là, ça devient un lieu de sociabilité aussi. On ne vient pas uniquement pour faire de la transaction, mais pour échanger, pour apprendre avec les autres, pour se connecter aux autres, et pour vivre une journée qui, dans la meilleure du monde, doit être mémorable. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un certain nombre de services pour dire « je suis là, j'apprends, mais c'est fluide ». Voilà, je parlais d'irritant, je parlais de fluidité. Fluidité de l'expérience, donc l'accueil, les différents services qui sont mis à disposition pour pouvoir créer cette relation win-win entre le collaborateur et l'entreprise. Alexis Torgeman, donc on l'a dit, vous venez de l'hôtellerie. Quand on parle d'irritant, de fluidité, ce sont des termes aussi normalement employés, en tout cas dans le monde de l'hôtellerie. Oui, tout. Est-ce que effectivement vous retrouvez ça aussi aujourd'hui dans le tertiaire? Oui, complètement. Déjà, je voulais juste rebondir sur ce que Tariq disait. J'extrapole même, dès l'accueil, dès le onboarding. Nous, on a mis ça en place dans notre entreprise et ça marche très bien. Le premier jour est aussi important que le dernier et en fait, ça fait toute la différence si tout est centralisé, tout est pris en charge. Le premier jour, quand on arrive, même si on a normalement, c'est nous qui devons être accueillis, on est toujours stressé, il y a toujours des choses qui se passent pas forcément comme prévu, le PC est pas prêt, ces choses-là, etc. Et nous, on est censé apporter de la fluidité là-dedans. Et la fluidité dans l'hôtellerie et dans le tertiaire, là, c'est exactement la même. Le client qui paye ou le client qui ne paye pas, il doit de toute façon avoir la chose rapidement. Oui, il y a beaucoup d'irritants. Et comment on répond à ça, hein? C'est une posture. Si on montre du stress, etc., ça ne pourra pas marcher. Mais voilà, je suis confronté tous les jours à de la fluidité et de l'irritabilité. Et du coup, je dois jongler entre les deux. Je suis assez d'accord. Alors, on parle beaucoup d'expérience. Pendant un moment, on parlait aussi beaucoup du bureau comme à la maison. On en revient un peu depuis le Covid. Les entreprises cherchent plutôt aujourd'hui à offrir une expérience différenciante de la maison. Alors, oui et non, je dirais. Parce que le but, c'est qu'il y en a qui, quand ils sont à la maison, ils sont dans un petit appartement qui est un studio ou un 2 pièces. Ils ne vivent pas une grande expérience, on va dire. Donc, l'occasion d'aller au bureau, c'est de vivre quelque chose qui leur permette de ramener aussi certains codes de l'espace vert. Enfin, parce que c'est important pour eux. Un cadre de vie qui est beaucoup plus agréable, parce que s'ils sont là 2 à 3 jours au bureau, ils vont être contents de retrouver l'environnement plus qualitatif que chez eux. C'est là où il faut faire attention. Par contre, c'est sûr que, mais on en revient au côté hôtelier, hein. Le but du bureau, c'est plus de faire du bureau, c'est plutôt des lieux de destination et d'émotion, en fonction de son besoin dans la journée. Donc ça veut dire qu'il faut aussi trouver des environnements qui vont contribuer à ce que j'attends. Si je veux m'isoler, être tranquille, ou si je veux travailler dehors. Enfin, donc on voit bien que tout ce parcours-là, il doit être pensé d'un point de vue spatial, fonctionnel. Et le côté expérientiel, pour moi, c'est l'effet du prestataire qui va garantir la prestation. C'est l'effet un peu haha ou waouh, on l'appelle comme on veut. Mais c'est lui qui va garantir l'excellence opérationnelle pour que les gens se sentent bien et gomment les irritants. Donc, comme à la maison,
Oui et non, ça dépend aussi de ce qu'on a comme à la maison. Mais tous ces codes, on va dire, on n'a plus de codes. Mais c'est ce que disait Tariq. Hein. Le côté qu'on retrouve dans les gares aujourd'hui, c'est des lieux de vie. Ouais. Les aéroports, c'est des lieux de vie. Et ben, le bureau devient aussi un lieu de vie complémentaire à son chez-soi, mais qui doit avoir plein de codes, du retail, de l'hôtellerie, du comme à la maison, de tous les environnements. Ça devient non seulement des lieux de vie, mais des villes à part Oui. entière. Oui. Et l'entreprise devient aussi une ville, parce que quand toute la transformation qu'il y a dans une entreprise, c'est une ville, c'est des changements permanents, c'est de réinventer les services aussi. Le service, alors je ne sais pas si c'est avant Covid ou pas, mais en tout cas l'exigence du collaborateur d'être là et d'avoir ce moment dans la journée, c'est de se poser la question de comment je réinvente l'ensemble des services, comment je réinvente l'accueil, comment je réinvente la restauration, comment je réinvente les activités sport, comment je réinvente aussi l'espace de bureau lorsque c'est possible de le réinventer. Donc, c'est toutes ces questions qu'on se pose. Et à Dassault Systèmes, en fait, il y a une orchestration, dont vous disiez, d'un pôle, mais qui est une intersection entre 3 sphères différentes. D'abord, la sphère people, c'est-à-dire la sphère RH, que vous appelez RH, la sphère physique, lieu physique, espace, qui sont tenus d'habitude par les équipes moyens généraux, et la sphère technique, technologique, donc IT. Et lorsque vous avez les 3 sphères dans une même organisation, je peux vous dire que ça va quand même, la définition est différente, parce qu'il y a ce connect intégré dans l'organisation, même si on travaille en équipe transverse, et bien d'avoir people, espace et technologie, c'est-à-dire les ordinateurs, tous les laptops, etc., dans la même organisation. Et ça donne une impulsion différente. Et puis surtout, il faut penser pas uniquement à des grands sites, des campus comme celui qu'on a en région de Vélizy, mais tous les sites dans le monde. Donc vous avez des grands sites qui sont plus de 1000 personnes, vous avez des sites moyens entre 300 et 1000, et vous avez des sites de 0 à... Enfin, 0, entre moins de 300 collaborateurs. Donc, pensez la scalabilité aussi. Donc, c'est tout le challenge. Un point important que dit Tariq, c'est que moi, je me rends compte, parce qu'on travaille des grands utilisateurs qui sont en train de repenser leur approche multisite, parce qu'il y a les campus, ils développent des campus, mais ils ont aussi des émaillages avec des tailles différentes. Et on voit bien qu'avant, ils fonctionnaient en silo quand ils voulaient déménager ou réinventer les espaces et autres. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a plusieurs métiers qui doivent se parler. Il ne peut pas travailler séparément. Le IT est important parce qu'il y a des enjeux IT aujourd'hui, parce que la technologie évolue et que c'est un service et c'est des outils qui doivent garantir. La partie RH et la partie DET et finance, tout le monde dans le même, et la partie souvent immobilier, aménagement. Donc tout le monde doit travailler dans le même bateau et pas chacun travailler en silo. Et on voit bien que c'est là où il a l'enjeu et n'est jamais simple chez les clients, parce qu'on voit bien que se parler, c'est repenser un projet global dédié au côté collaboratif et collaborateur. Donc c'est nouveau. Oui, c'est nouveau. C'est très nouveau parce qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord. La partie effectivement IT, finance, RH, environnement de travail doit se parler. Alors pendant des années, on devait surtout, une entreprise était là pour vendre, pour avoir des clients et les garder. Et d'un seul coup, post-Covid, on s'est dit attention, si on veut faire revenir tout le monde au bureau, il faut qu'on s'intéresse. Et il y a donc aujourd'hui des pans de métiers qui sont à repenser en interne. Et effectivement, moi je prends l'exemple de l'IT, c'est un sujet qui est aussi pris au niveau du CPMI, qui est les sujets de la data. Parce qu'aujourd'hui, si on veut améliorer tous ces sujets d'expérience utilisateur, d'utilisation d'un building, de services occupés, il faut qu'on connaisse bien et qu'on maîtrise l'ensemble des data. Et donc là, on doit se parler à la fois avec les différents métiers, donc il n'y a plus de silos, métiers des prestataires de facilities management ou d'hospitality management, mais aussi avec le client, qui doit effectivement être transparent sur un certain nombre de data. Et c'est nouveau dans nos métiers, parce que l'environnement de travail, pendant longtemps, n'était pas considéré comme le métier le plus noble, le plus mis en avant dans le building. Et aujourd'hui, d'un seul coup, le DRH s'y intéresse, la RSE s'y intéresse, parce qu'on se dit, oh là là, attention, c'est important dans l'expérience collaborateur, dans l'image qu'on va renvoyer. Et donc ça, c'est effectivement très intéressant. Mais il y a une culture aussi à changer dans les entreprises, notamment au niveau, alors je ne veux pas adresser un service en particulier, mais je prends notamment l'IT qui est très sensible aux risques, que je comprends par les risques. Eh bien, c'est très compliqué d'arriver à connecter parfois des apps extérieures, des solutions extérieures. On nous explique toujours qu'il va y avoir un problème. Donc ça aussi, il va falloir commencer à faire bien comprendre qu'on a besoin de ces outils-là pour améliorer encore plus l'expérience utilisateur, parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en un clic, on a tout ce qu'on veut sur notre téléphone à titre personnel. Et donc si on veut que le bureau, entre guillemets, soit comme à la maison, même si je suis d'accord avec ce que vous disiez, à savoir la maison,
ça dépend où on habite. Ce qui est sûr, c'est que quand on vient au bureau, il ne faut pas de contraintes. Et Il faut prendre un vrai plaisir à venir au bureau. On voit que Dassault Systèmes est quand même plutôt avancé justement sur tous ces sujets-là. Est-ce que vous sentez, Cyril, Guillaume, les clients aussi matures sur leurs besoins et prêts à franchir le pas ? Alors, moi, je vais me permettre de répondre en premier. Alors, je n'ai pas une réponse unique dans le regard que j'ai de mes clients. Il y a des entreprises parfois qui sont prêtes, mais il y a surtout des hommes ou des femmes au sein de l'entreprise qui sont prêtes. Et la difficulté pour ces hommes ou ces femmes, c'est d'obtenir... De convaincre. En interne, de convaincre le budget, le bienfait. Parce qu'il faut d'abord, encore une fois, investir, et dans des situations où les entreprises ont conscience de l'importance du sujet. Mais parfois, elles font juste du home staging, du office staging. Je te mets comment je pourrais dire, des nouveaux mobiliers, je te fais une salle de coworking et tout le monde est content. C'est pas ça, la notion d'hospitality. Ça va beaucoup plus loin. Donc, ce sont des budgets à dégager. C'est d'accepter de se planter, parce qu'on peut se planter sur une offre d'hospitality management. Je le dis parce qu'on peut avoir des cultures d'entreprise qui ne sont pas adaptées à ça. Ouais. C'est de revoir la politique de télétravail, parce que si vous voulez effectivement que les gens viennent au bureau, il va falloir quand même aussi rééquilibrer le télétravail, parce que si les gens ont une tendance à être même 3 ou 4 jours à l'extérieur, ça va être compliqué de créer cette communauté. Donc, il faut, effectivement, il y a des gens qui sont convaincus, mais il faut que l'entreprise aussi porte ce sujet-là. Et il y a des entreprises aujourd'hui comme les GAFA ou autres, qui, comme elles demandent de revenir au bureau, ont ce sujet de dire, bon, comme on impose aux gens de revenir au bureau, il faut qu'on soit très hospitality. Pour compléter ce que dit Guillaume, moi je vois 2 types de clients. Il y a ceux qui ont des sites existants, qui font évoluer. Et ça, c'est les plus compliqués parce qu'on reste dans un périmètre qu'on maîtrise. Et là, c'est un vrai pouvoir de conviction. Puis il y a ceux qui décident de déménager en contractant les mètres carrés bureaux parce qu'ils ont bien compris que le télétravail leur permettait d'optimiser. Et donc là, ils ont un budget qui va se dégager parce que comme ils font une économie, ils redonnent une partie de l'économie dans du côté serviciel, expérientiel. Donc souvent, c'est ceux qui vont un peu plus vite dans le schéma de transformation sur ces usages et cette démarche d'e-hospitality. Donc c'est pour ça que les clients n'ont pas la même maturité, mais on retrouve les mêmes problématiques. Moi, je bosse aussi bien avec des grandes boîtes du luxe que des mutualistes. Et on voit bien que l'enjeu, ils sont un peu perdus parce que c'est des nouvelles approches aussi de transformation chez eux. Ouais. Donc à la fois des managers qui doivent être accompagnés pour amener cette transformation et cet accompagnement des collaborateurs, et à la fois des lieux, des espaces et des prestations. Est-ce que ça demande justement de revoir les espaces physiques aussi, Tariq en parlait ? Oui, parce qu'on ne fait plus du poste de travail qu'on aligne de l'open space. Aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas l'attente du collaborateur. S'il vient bosser 2 à 3 jours au bureau, c'est pas pour faire de l'open space et s'isoler, c'est bien pour être sur plus de collaboratifs. Mais l'équilibre n'est pas simple à trouver aujourd'hui dans l'aménagement de ces espaces-là, parce qu'il n'y a pas encore assez de recul pour dire c'est quoi mon équilibre entre du bureau, parce qu'on a quand même besoin, si on est 2 à 3 jours de bureau, on va dire indépendant, mais à un moment donné d'avoir aussi une salle de réunion avec à la fois du virtuel et du physique. Enfin, il y a plein de besoins d'usage. Et ça, c'est en train de monter en expérience et en maturité chez les clients. Les lieux de vie, les lieux de collaboration, voilà. C'est un impératif aussi, Tariq ? Oui, les lieux de vie, les lieux de collaboration, ce n'est pas un équilibre facile à trouver parce qu'effectivement, les attentes des collaborateurs sont une dimension. Et après, il faut matcher entre les attentes, les mètres carrés disponibles. Est-ce qu'on peut offrir un bureau individuel à chaque collaborateur ? La réponse est non. Faut-il offrir un bureau individuel ? C'est compliqué. C'est vraiment des questions qui sont posées de part et d'autre, collaborateurs et entreprises, et l'équilibre est à trouver. Après, c'est pour ça qu'il faut démultiplier d'autres lieux d'interaction, d'autres lieux de vie, même les salles de réunion, ok, mais souvent les réunions à distance, les collaborateurs vous disent pourquoi je suis là si je dois être en connect à distance. Donc c'est vraiment des lieux physiques. Nous, on a une plateforme, la 3D Experience plateforme, qui permet, au travers de du ressenti des collaborateurs, aussi, on a une sorte de réseau social interne, une plateforme communautaire qui permet de remonter un peu le vécu, le ressenti. Donc, que ce soit au niveau de la restauration, au niveau de l'accueil, au niveau de l'espace de vie. Donc, on a, par exemple, Campus Life, c'est vraiment de raconter la vie du campus par les collaborateurs, avec des commentaires, etc. en live. Et donc, de remonter un peu cette vie aussi par différents moyens, de mesurer la vie par différents moyens, par des surveys que nous faisons, par ces espaces de réseaux sociaux, pour voir et comment on peut réajuster. Et bien sûr, ce n'est pas une équation facile. Mais quand on parlait de restauration tout à l'heure, de réinventer, c'est comment dans le futur et dans le présent réinventer l'espace pour qu'il soit multifonctionnel aussi. Donc on revient à la gare, on revient à l'aéroport, il n'y a plus d'espace monofonctionnel. Et comment on peut imaginer des espaces qui se transforment
tout au long de l'année et tout au long parfois de la journée. Donc ça, c'est aussi des challenges nouveaux parce que, oui, les collaborateurs sont présents à raison de X jours par semaine, mais lorsqu'ils sont présents, il y a effectivement cette attente des deux côtés. Mais je ne suis pas là pour m'enfermer, je suis là pour vivre quelque chose. Et les lieux qui sont des lieux qui étaient des lieux fermés, c'est des lieux aussi ouverts et qui incarnent quelque chose, qui racontent aussi le purpose de l'entreprise, la raison d'être, qui racontent l'ADN de l'entreprise, qui racontent les valeurs et qui font vivre. Les valeurs, ce n'est pas les afficher, c'est comment arriver à faire vivre. Et ça, c'est aussi des vrais challenges parce qu'il faut renouveler, il faut repenser. Et il y a une vitesse dont vous parliez qui est attendue, qui n'est pas toujours celle de l'entreprise. Et parce qu'il faut effectivement la capacité, il faut le budget, il faut le budget de la transformation, il faut les personnes qui animent, qui gèrent, qui orchestrent, qui impulsent ça à tous les niveaux de l'entreprise. Alistair Goman, vous voulez réagir ? C'était tout à fait ça. En fait, nous, on est aussi des accompagnateurs. C'est un des rôles très importants qu'on a, c'est rassurer. Et dans tous ces changements qui sont intervenus, que ce soit avec le Covid, que ce soit maintenant avec des entreprises qui déménagent dans plus petits, si vous avez des personnes qui vous accompagnent, qui sont avec vous, qui connaissent les enjeux de l'entreprise et qui sont elles-mêmes bien formées et qui ont ces codes de l'hôtellerie, ça aide beaucoup. Et je suis assez d'accord que là, tout l'IT, tout le monde doit être travaillé ensemble. Et il faut aussi ces personnes pour pouvoir les réunir. On a eu exactement le même challenge et on a réussi, je pense, grâce à ça, à l'hospitality management et à montrer qu'il y avait un but plus grand que celui d'un service ou deux services. Et maintenant, on accompagne. Quand on est revenu au travail avec le Covid, enfin, on est revenu sur site, c'était vraiment tous les jours réassurer, s'occuper des gens et même de ceux qui restaient chez eux. Donc c'était intéressant. Et aujourd'hui, vous travaillez main dans la main du coup avec l'IT, les RH Oui, il n'y a plus le choix parce que exactement, on a des outils qui sont développés avec l'IT, donc on n'a plus le choix et en effet, il faut que tout le monde puisse s'entendre. Alors, le plus compliqué, c'est de casser la routine, casser les habitudes parce qu'on rentre vite, à la fois le côté prestataire, à la fois même le client peut à un moment donné dans ses habitudes. Moi, je me rappelle de l'été dernier avec Tariq où il a fallu mettre des food trucks en place, animer. Le prestataire, il était en train de ramer. Alors pourtant, il aurait dû proposer, c'était une super expérience. On a vu qu'à un moment donné, on lui demandait de casser ses habitudes et d'aller chercher, d'être proactif, parce que il peut faire du chiffre, il peut faire plein de choses. Et on a vu que c'était changer ses habitudes aussi, c'est changer son mode de pensée, même chez les prestataires comme chez le client. Et on voit bien que c'est l'enjeu d'aujourd'hui, pour que le collaborateur sente que le site évolue en permanence, à la fois dans les lieux, dans l'événement, dans plein de choses. Ça demande une nouvelle et comment se réinventer en permanence. Alors, les collaborateurs qui peuvent écouter me dire non, mais non, on ne se réinvente pas en permanence, c'est trop lent. Même là, c'est trop lent. Mais d'un autre côté, la mise en place sur le campus, par exemple, d'espaces de vie, de food truck, etc., avec toutes les équipes, c'est une révolution. Avant, on ne le faisait pas. Et ça crée une dimension unique. Ça crée des liens. On voit les collaborateurs sourire, échanger. Moi, je voudrais rebondir juste sur le parallèle avec l'hôtellerie. On n'est pas un hôtel. On n'est pas un hôtel. On ne sera jamais un hôtel. Et j'en ai parlé lorsqu'on avait préparé cette émission. Des hôtels très connus ou c'est des hôtels de luxe ou de vacances. C'est pas notre destination. Mais moi, ce que j'ai appris, j'ai demandé il y a quelques semaines, quelques mois même, de voir un organigramme de l'hôtellerie, de se dire comment ça fonctionne. Bon, d'abord, ce qu'on m'a répondu, c'est très militaire. Attention, Tariq, c'est pas ce que tu vois, parce que c'est militaire, c'est bien cadré, c'est bien processé. Donc c'est bien, c'est intéressant. Il y a des choses qui sont à prendre, il y a des choses qui ne sont pas à prendre, mais c'est intéressant. Mais la deuxième dimension qui est très intéressante, c'est de ne pas se rendre compte du back-office, de ne pas se rendre compte du process. C'est-à-dire que lorsque vous avez votre pyramide de Maslow, j'ai envie de dire, vous avez moi j'ai 3 dimensions dans ma tête qui sont un peu la dimension fonctionnelle, après la journée, c'est-à-dire le parcours, et puis après l'effet waouh qu'on peut essayer d'avoir, qui est très difficile à obtenir, mais dans une expérience, il est important de temps en temps marquer les esprits, que ce soit émotionnel, que ce soit mémorable, etc. Et avant, j'ai envie de dire, les équipes fonctionnelles et qui passaient, par exemple, du back-office, du rangement vers le collaborateur, etc., étaient les mêmes. Aujourd'hui, je pense que dans le monde de l'hôtellerie, il y a ces deux parties. Il y a toutes les parties front desk, office, et toutes ces parties qui est en relation directe avec le client, donc avec le collaborateur, et la partie
back-office qui est une partie de préparation des choses, etc. Mais dont le collaborateur ne doit pas se rendre compte, il ne doit pas voir. Donc si je prépare votre ordinateur avant d'arriver, je n'ai pas envie de vous emmener dans tel endroit, etc., pour voir comment ça se... voilà, il y a des équipes qui le font, mais c'est un peu comme vous allez dans un magasin ou dans un Apple Store, tout simplement, vous voyez votre laptop arriver, ou votre iPad ou iPhone arriver, mais vous ne voyez pas tout ce qu'il y a derrière. Et c'est exactement ça aussi, cette côté réorganisation d'entreprise, des services de l'entreprise, oui, travailler ensemble, mais il y a des parties qui sont peut-être plus visibles du collaborateur, c'est ce côté rassurance, ce côté connexion, ce côté plaisir, sourire, etc. Quand on y arrive, parce qu'il y a aussi des exigences de ce côté qui sont voilà, c'est pas facile. Et puis de l'autre côté, ce côté back-office, c'est peut-être cette organisation qui est à faire et à dessiner. Une nouvelle dynamique que vous êtes du coup à engager. Guillaume Amar, vous vouliez réagir? Je voulais réagir sur des propos qui ont été tenus, que je partage, mais vraiment à 100%. D'abord, une notion de recul. On a peu de recul par rapport à l'hospitality management. C'est très récent. Donc, ce sujet de recul, effectivement, on en parle beaucoup. Et on pense qu'on a 10-15 ans d'hospitality management. Non, on n'a pas 10-15 ans. Et encore une fois, moi je le dis, même si ça existait depuis 2017, si ça reste encore court, c'est surtout depuis le post-Covid, donc globalement 2021-2022, qu'on commence à vraiment aller dedans. Deuxième élément, changer les habitudes. Les habitudes en interne dans notre entreprise, moi je le vois chez moi, mais aussi chez les clients, parce que tout le monde veut de l'hospitality, mais quand on commence à... Il y a quand même des contraintes aussi, il y a un mindset à changer, compliqué. Et le plus gros mindset à changer chez nous, donc là je parle dans l'entreprise, c'est de basculer de métiers dits par silo traditionnels, j'ai parlé d'équipe, à des métiers, même si je suis d'accord, l'entreprise n'est pas un hôtel, il en demeure pas moins que les codes de l'hôtellerie, l'éducation hôtelière, la formation hôtelière, on en a parlé inspire beaucoup les métiers pour aller vers l'hospitality management. Donc il y a un des éléments, c'est d'attirer ces profils-là, dans ces métiers-là, pour qu'ils puissent coordonner. Après, en dessous, dans un hôtel, vous parliez de services back-office. Oui, dans un immeuble aussi, il y a des services back-office qu'on ne voit pas. Mais dans cette culture de pilotage et d'organisation en front desk, il est indispensable d'avoir ces profils. Donc il y a aussi toute une chaîne managériale à former. J'aime pas le terme éduquer. Pour moi, c'est vraiment former, à changer les mindsets, faire de la culture du changement. Et ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Même si effectivement on a une vision sur de se dire demain, l'hospitality management est un des éléments forts dans la transformation de la gestion d'un immeuble, il n'en demeure pas moins que c'est pas sur un claquement de doigts qu'avec Cyril, sur un dossier d'un seul coup, ça y est, on va dire on a choisi telle ou telle société, on va voir l'hospitality. Parce que le mindset, il est chez le prestataire, mais il est aussi chez l'au-dedans d'ordre. Alors même si ça existe depuis pas très longtemps, vous avez comme dit déployé des prestations d'hospitality management chez des clients. Concrètement, comment ça se traduit? Vous avez commencé à nous en parler un peu plus tôt. Alors d'abord, c'est différent en fonction des clients. Ça, j'insiste, parce que typologie du client, donc la culture du client, vous n'allez pas adresser un campus comme vous allez adresser un siège social d'une entreprise, du multisite, vous en parliez, en fonction de la taille des sites. Donc ça, c'est un deuxième sujet. Dans quel secteur d'activité travaille le client? La typologie, excusez-moi, oui, enfin la pyramide des âges, le profil, merci, des collaborateurs. Hommes, femmes, maturité, attente, rapport au travail, politique de télétravail, qu'est-ce qu'ils avaient avant, quels étaient les itinéraires avant, qu'est-ce qui les ferait revenir au bureau. Donc il y a tout un travail en amont avec le donneur d'ordre pour bien comprendre, parce qu'il n'y a pas un modèle unique. C'est un peu comme quand vous choisissez, je ne sais pas moi, un téléphone ou une voiture, ça va être en fonction de ce que vous avez envie. Donc, de quoi l'entreprise a-t-elle envie demain pour ses collaborateurs? Et une fois qu'effectivement l'ensemble de ces sujets-là sont définis, on va travailler à la fois avec les sociétés concernant du groupe Harmonia qui seront le plus adaptées à l'offre de services demandée par le client, et puis avec des partenaires, en fonction des sujets, qui vont effectivement pouvoir accompagner la transformation. L'idée du food truck, c'est clair, il y a des clients qui vont dire « oui, je suis d'accord pour du food truck », d'autres vont dire « moi, je veux surtout pas un food truck devant chez moi, entre midi et deux, ça fait des mauvaises odeurs, ça crée de la nuisance sonore ». Donc ça va être vraiment en fonction des sujets. Donc nous, après, qu'est-ce qu'on fait? On coordonne. Généralement, on va chercher des profils plutôt hôteliers sur la notion de manager, d'hospitality manager. Et en dessous, il y a toute une conduite du changement qui a été faite progressivement avec des profils qui ont évolué. Il faut avoir envie d'y aller. Vous ne pouvez pas forcer des gens à changer. Donc nous, on va accompagner les gens sur cette transformation et surtout, cette notion de One Team. Cette notion de One Team, elle a un symbole fort qui est, quand on démarre une prestation en amont, on fait ce qu'on appelle un briefing de l'ensemble des collaborateurs. On explique à chacun des métiers l'impact de son métier sur l'autre. Ouais. Donc on a une vraie notion de, à la fois, il faut que tu comprennes en quoi ton intervention est importante, et inversement, et ainsi de suite, que vous appreniez à travailler ensemble. Et on fait, comme dans les hôtels, régulièrement des briefings
quasiment tous les matins, mais je ne vais pas dire tous les matins, ça va dépendre de la taille du site et du nombre de sites, mais on explique ce qui s'est passé la veille, ce qui a marché la semaine d'avant, ce qui arrive la semaine prochaine, si on a de la data, une visibilité sur les événements de l'entreprise, il va y avoir le Grand Prix X, l'anniversaire, l'Assemblée Générale, ce qui permet effectivement, encore une fois, d'avoir cette visibilité comme dans un hôtel. On parle de taux d'occupation, eh bien, il faut aussi qu'on annonce combien il y aura de collaborateurs dans le bâtiment. Et pour ça, j'en reviens à la data, plus les clients vont prendre de la data, des applis pour se préenregistrer, pour réserver, mieux ce sera facile pour le prestataire d'hospitalité. C'est un peu long, mais ça sera précis pour améliorer cette expérience utilisateur. Alexis Torgoman, comment ça se concrétise aussi l'hospitality chez Ipsen? Et ensuite, on passera la parole à Tarek. C'est exactement ça. En fait, on a démarré par... voilà, on veut faire un point de contact qui n'est pas forcément défini par une personne. Alors forcément, ça doit commencer par un recrutement, mais maintenant c'est un pôle. Nous, on fonctionne par binôme qui parle anglais. On a un groupe international, donc déjà c'était aussi ça, le recrutement et les profils au-delà de l'hôtellerie. Bon, en hôtellerie, on parle normalement tous anglais, mais je veux dire, ça devient un indispensable. Ouais, ça se concrétise par revoir tous les process, comment c'était fait et qu'est-ce qu'on peut améliorer, pas forcément tout revoir d'un coup, parce qu'il faut aussi que certaines personnes s'y habituent. Enfin, il y a des personnes qui veulent ça très rapidement, il y a des personnes qui veulent dire, oula, on y va doucement quand même. Donc nous, on doit s'adapter à ces choses-là. Et puis après, c'est l'avantage de l'hôtellerie. Nous, à l'époque, quand j'y étais, mais c'est encore vrai maintenant, évidemment, les hôtels, c'est ceux qui prennent de plein fouet toutes les crises et qui s'en remettent à chaque fois. Donc il faut prendre ça comme exemple et c'est ce qu'on donne tous les jours, c'est-à-dire voilà, peu importe ce qui arrive, on va s'en remettre et on va arriver à délivrer du bon service. Voilà, moi c'était comme ça que j'ai fait, en tout cas j'imagine que vos profils aussi, et c'est comme ça qu'en hôtellerie, en hospitality management, on peut accompagner les gens, ceux qui le veulent plus rapidement, ceux qui le veulent moins rapidement. L'un des premiers, par rapport à ce que vous disiez, un des premiers contacts, touchpoint de l'entreprise, lorsque vous arrivez, que vous soyez collaborateur, que vous soyez client, partenaire ou citoyen, on en parlera dans les hubs, c'est l'accueil, effectivement. Et vous avez différents types de profils d'entreprise et vous avez différents types de profils de collaborateurs. Donc c'est l'alignement entre toutes ces dimensions du purpose, comment les tenues même vestimentaires des collaborateurs, est-ce qu'il y a une résonance entre l'accueil fait de corporate et qui est le collaborateur? Est-ce qu'il se retrouve, est-ce qu'il se reconnaît dans cette relation? Parce qu'au final, on parle depuis le début d'hospitality, de service, etc. Mais c'est pourquoi? C'est pour aussi renforcer l'attachement du collaborateur avec l'entreprise, parce que c'est la relation même qu'on est en train de renforcer. Et le renforcement de la relation, il se fait aussi par les premiers contacts. Et si vous avez la personne qui vous ressemble, qui vous parle votre langage et qui vous comprend, et qui est... On ne va pas parler d'empathie. Donc c'est ça le point. La dimension clé de tout ça, c'est avoir des personnes empathiques, mais qui vous ressemblent aussi. Et dans l'hôtellerie, on a aussi différentes catégories d'hôtels. Vous avez Marriott, vous avez W, qui a des collaborateurs qui vont plus ressembler, qui sont eux-mêmes, et qui ne vont pas être habillés pour être et ressembler à ce qu'ils ne sont pas. Ils sont ce qu'ils sont, et ils sont comme ils sont. Et ça, c'est très important parce que ça crée cette proximité immédiate entre le collaborateur, le client, le partenaire, et il se sent déjà bien, parce que c'est aussi ça l'hospitality, c'est quelque part accueillir, servir l'autre. Et cet autre, c'est important. Il y a un point qui est important, parce que moi je vois, on accompagne les clients, on peut pas développer, des fois ils veulent arriver avec un catalogue de services, on dit non, oubliez ça à un moment donné, le vrai point important c'est la coordination, c'est le chef d'orchestre, il faut passer d'un pilotage qu'on faisait avant technique à un pilotage plutôt serviciel, expérientiel, tourné sur l'occupant. Et moi je dis toujours c'est du test and learn, parce qu'il y a des clients qui disent je veux y aller mais ils osent pas, c'est comment c'est petit, entre guillemets, déjà à mettre en place une première démarche d'hospitality, tester, vous verrez si ça marche. Et si ça marche, vous pourrez élargir le périmètre de prestations
et de coordination des services. Il faut d'abord y aller pas à pas. Et là, ça marche plutôt bien quand on y va en test and learn. Et est-ce que ça s'adresse à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille? Est-ce qu'on a parlé d'attractivité, d'engagement, d'attachement, comme dirait Tariq, des enjeux propres à toutes les entreprises? Est-ce que c'est uniquement réservé aux grands groupes ou est-ce que c'est duplicable à des Alors, PME ou moi, je dis autres? toujours, c'est duplicable à toutes les boîtes. La seule chose, c'est que les budgets et les moyens ne sont pas les mêmes. Ouais. La PME, globalement, elle n'aura pas les budgets d'un grand groupe, elle ne pourra pas se payer, entre guillemets, des prestataires ou autres. Mais le premier ambassadeur dans une PME, moi je suis l'exemple, on est 30 personnes, c'est le patron. Ça doit être l'hospitality manager. C'est à lui d'impulser à un moment donné un rythme, tout ça. Par contre, une PME va avoir besoin quand même de support. Donc c'est pour ça qu'il y a des métiers dans l'hospitality qui vont être plutôt digitaux, qui vont amener des moyens, parce que quand on va animer, on va faire des repas, on va faire plein de choses d'événementiel, c'est bien d'avoir aussi des choses qui vont gagner du temps, parce qu'on n'a pas de temps non plus trop à perdre sur le sujet. Donc je dirais que je serais très hybride, versus les grands groupes, on va être sur des espaces qui seront peut-être polyformes, mais qui auront aussi des fonctionnalités plus posées, avec des temporalités, des choses comme ça. Donc je dirais que le scope, il varie, on passe de très hybride à des choses beaucoup plus dans un campus, avec des lieux différents et des moments différents dans la journée. Pour rebondir, tu as parfaitement raison. Sur le sujet effectivement des tailles des entreprises, toutes les entreprises peuvent effectivement avoir accès à de l'hospitality management. Il y a une notion de budget. En ce qui nous concerne, le sujet va être encore une fois de trouver les bons profils, de le faire évoluer, parce que sur un site de taille conséquente, vous allez avoir un responsable, un hospitality manager et toute une équipe dédiée. Quand vous allez être sur un site, vous n'avez qu'une personne. Il faut que cette personne ait la polyvalence suffisante, la maturité, l'expérience pour offrir le panel. Quand je dis offrir, c'est être capable de répondre à un ensemble de besoins. Mais c'est très bien parce que sur des métiers qui devenaient de plus en plus compliqués à recruter, parce que malheureusement, dans certains cas, vous avez du temps ou mort, ou du temps où vous ne travaillez pas beaucoup parce qu'il y a peu d'occupation à l'accueil, eh bien, en allant vers cette notion d'hospitality management, au travers aussi d'outils technologiques, vous allez pouvoir offrir à 20, 30, 40 collaborateurs comme une entreprise comme la vôtre, effectivement, des services qu'ils n'auraient pas eu auparavant, parce qu'on va transformer aussi, encore une fois, le desk d'accueil en point central d'hospitality ou de conciergerie. Alors après, je laisse à chacun son nom. Mais on va pouvoir commencer à créer aussi dans l'entreprise de taille. Donc, il n'y a pas une notion de taille pour accéder à l'hospitality. Après, c'est encore une fois, c'est en fonction du besoin que vous allez avoir et de la typologie de l'entreprise. Et je reviens au sujet de la voiture. Vous pouvez avoir besoin d'une petite voiture comme une grande voiture. Ça va dépendre effectivement du budget que vous voulez mettre et des services que vous voulez associer derrière. Tariq Leptei, est-ce que vous arrivez déjà à valoriser l'impact d'une prestation hospitality management sur l'attractivité, la rétention des talents? Je reviens à la première question. Pour nous, c'est une conviction. L'expérience, 3D Experience, d'ailleurs, compagnie, l'expérience est au cœur de ce que nous faisons. Donc, de ce que nous développons, des solutions que nous créons. Donc, c'est une conviction. On n'a pas mesuré directement est-ce que l'attractivité est plus importante parce qu'on a mis un desk d'accueil ou parce qu'on a mis une série d'expériences. Je pense que c'est une conviction parce que c'est une expérience globale et une journée globale. Donc, on mesure, on a 60 questions. Sur les 60 questions, qui a 80 et quelques % de taux de participation, donc énorme, partout dans le monde, on arrive à identifier, on a cette question sur la partie facility, sur la partie bureau, est-ce que c'est des lieux qui vous apportent quelque chose au-delà du design et de l'aspect cool et sympathique, est-ce qu'ils apportent aussi de la valeur? Est-ce que vous apprenez en venant sur site? Et là où je rejoins le partage d'expérience, et le retour de Cyril, c'est que on a aussi la notion de site manager. On n'a pas parlé. Oui. Donc, il y a hospitality, expérience et site manager. Et plus le site est petit, c'est-à-dire entre moins de 300 surtout, le rôle du site manager est très important. Il est presque aussi important, voire plus important que l'expérience. Parce que l'expérience est une chose, mais il faut que lorsque vous venez sur site, il y a des personnes qui incarnent ce site et qui vous racontent ce site, qui vous racontent les projets. Donc, qui est du charisme et qui est la connaissance des projets, des métiers, de l'entreprise, etc., pour vous entraîner aussi, pour que le lieu devienne addictif. Il n'est pas addictif parce qu'on mange bien uniquement, il est addictif parce qu'on apprend et qu'il y a des personnes qui vont vous faire grandir. Alors, vous parlez justement de manger bien, transition parfaite. S'il y a effectivement bien un secteur où l'expérience et l'attractivité comptent, c'est la restauration. Vous en avez tous plus ou moins parlé. La restauration qui se tourne aussi de plus en plus vers l'hospitality. Les acteurs ont été quelque peu chamboulés par la crise et reviennent avec de nouvelles offres pour séduire les papilles des salariés et répondre aux nouveaux besoins des entreprises. Pour en savoir plus, on a demandé à Amaury Lefébure, directeur commercial de Foodles, de venir nous parler de son expérience et livrer ses observations. C'est le moment aparté.
Bonjour à tous et à toutes. Pour cet aparté avec notre invité de ce matin, il est directeur commercial chez Foodles, Amaury Lefébure. Bonjour et bienvenue. Bonjour Manon. Alors Julie l'a rappelé, la restauration, c'est aujourd'hui un argument d'attractivité majeur pour les entreprises. Et face à ce constat, certaines ont décidé de faire de la pause déjeuner une expérience singulière dans des lieux et des espaces qui sont désormais pensés comme des lieux de convivialité, créateurs de liens sociaux, argument ultime du retour au bureau. C'est aussi dans cette démarche que s'inscrit Foodles, d'abord frigo connecté pour les petites entreprises. C'est aussi une offre d'appoint pour les plus grandes. Foodles, c'est aussi aujourd'hui des restaurants et vous avez même plus récemment poussé les portes des hôtels. Alors pourquoi Foodles a fait ce choix de se tourner vers l'hôtellerie ? Donc Foodles, qui est une alternative gourmande, sociale et durable à la restauration d'entreprise dite classique, a vu dès le début, dès son début en 2014, les codes de l'hôtellerie qui arrivaient dans le monde de l'entreprise. Nous avons vu le changement du workplace et des attentes des collaborateurs. Et donc nous avons identifié des leviers qui étaient des leviers importants à adresser. Et donc nous avons conçu cette offre qui adresse véritablement les besoins des collaborateurs au service de la performance des entreprises. Voilà. Ok, donc oui, c'est l'objet de notre débat. L'hospitality se développe également dans les entreprises. Comment la restauration peut s'intégrer dans ces démarches d'hospitality ? Alors, notre constat, il y a une dimension déjà démocratisation qui est importante. Notre constat, c'est que beaucoup d'entreprises, petites, moyennes et grandes, n'ont jamais eu accès à un système de restauration d'entreprise. Et donc, il y avait une dimension très forte à adresser. Et en parallèle, la pause déjeuner. Et dans les interviews que nous menons aujourd'hui, encore plébiscité comme un sujet de succès d'une journée de travail. Aujourd'hui, réussir une journée de travail sans réussir sa pause déjeuner, c'est un loupé. Et donc, c'est un sujet qui est véritablement adressé par Foodles. Nous démocratisons la restauration d'entreprise dans toutes les entreprises de France. Le deuxième sujet qui a été adressé un petit peu plus tard, c'est le sujet aussi du changement de modèle. Beaucoup de collaborateurs restent à la maison une partie de la semaine et donc le moment véritablement de déjeuner et la volumétrie des déjeuners en entreprise a changé. Donc notre modèle à nous adresse, y compris avec le frigo connecté, les choses d'une manière efficace avec ce changement de modèle. Alors dans l'hôtellerie, dans les hôtels, l'hospitality amène souvent vers une personnalisation des services. Est-ce que dans la restauration d'entreprise, on tend aussi vers ce type de personnalisation ? Oui, alors nous avons eu la chance de servir aussi beaucoup de grands hôtels qui nous ont fait confiance pour révolutionner la pause déjeuner de leurs collaborateurs ou la pause dîner. Et donc leur niveau d'exigence et leur niveau de personnalisation nous a beaucoup inspiré. Et donc nous avons dans le design de l'offre Foodles, bien sûr beaucoup adressé le sujet de l'événementialisation, de la personnalisation des sites, la data, la technologie, puisque nous connaissons véritablement tous nos convives, nous a permis aussi de mieux connaître un site différent d'un autre. Nous travaillons par exemple pour des sites tertiaires bureaux, mais aussi des entreprises industrielles ou des sites beaucoup plus retail. Et à chaque fois, notre technologie, notre offre nous permet de mieux comprendre les attentes des sites dans leurs besoins de pause déjeuner. Voilà. Donc vous parlez d'événementiel, d'animation des lieux aussi. J'imagine que vos fiches de poste ont dû évoluer pour répondre à ces nouvelles exigences. Oui, donc nous avons créé dans les 3 dernières années des nouveaux modules de restauration type comptoir de service qui sont venus renforcer aussi l'offre pour les sites de taille de plus importante. Et donc dans ce cadre-là, ce que nous appelons les Foodles Officers, donc nos personnes placées chez les clients qui animent un endroit, ont généré des besoins en ressources humaines un peu différents. Et donc nous recrutons beaucoup dans le monde de l'hôtellerie, dans le monde de l'agence, pour avoir des personnes qui sont véritablement autonomes et qui sont en capacité d'animer, de personnaliser un niveau d'animation sur un site client. Et vous travaillez donc en direct avec les entreprises, mais aussi avec les FMR et les Hospitality Managers. Quelles nouvelles perspectives ces collaborations vous amènent-elles ? Oui, de plus en plus. Donc la spirale de l'hospitality management en entreprise, nous l'observons beaucoup. Nous sommes de plus en plus sollicités par ces acteurs pour être intégrés dans leur bouquet de services. Elle est assez intéressante pour nous puisqu'elle nous permet aussi de prendre de la hauteur de vue sur le besoin global d'un site. Nous avons le scope, le prisme, restauration, pause déjeuner, mais être intégré pour des sites plus importants dans des offres d'hospitality management ou de facility management nous permet aussi de encore mieux connaître nos clients et de connaître leurs attentes d'évolution sur l'offre. Voilà. Ok.
Merci Amaury Lefébure. On arrive à la fin de cet aparté et je vous propose de retourner tout de suite sur le plateau avec Julie Dohen et ses invités pour la suite du débat. Alors, on l'a entendu, Foodles regarde lui aussi du côté de l'hôtellerie pour recruter de nouveaux profils, les Foodles Officers. On entend en effet de plus en plus d'entreprises qui recherchent des profils venus de ce secteur, vous en avez déjà un petit peu parlé. Alexis Torgoman, a priori, vous êtes le candidat parfait après plus de 10 ans dans l'hôtellerie. Qu'est-ce qui fait la différence selon vous ? C'est, comme j'ai dit, en hôtellerie, il nous arrive tellement de choses différentes dans la journée. On sait s'adapter à tout. Peut-être pour rappeler, du coup, vous avez passé 10 ans, c'est ça, il me semble, dans l'hôtellerie. J'ai passé 10 ans démarré dans l'hôtellerie. J'ai démarré en réception et je suis allé jusqu'à chef de réception. Et après, je suis passé en hospitality management. J'ai fait aussi quelques stages avant grâce à l'école Vatel. Donc bon, j'ai vu un panel hôtelier. Alors, c'était de l'hôtellerie de luxe, mais ça se retrouve quand même dans d'autres types d'hôtellerie. Voilà, c'est l'adaptabilité. Les hôtels qui font face non seulement à des crises interne par un client qui a un problème ou par du terrorisme ou quelque chose, de tout ce panel-là, on doit s'adapter. Je me suis déjà retrouvé, quand il y a eu les attentats, à devoir rassurer et mes clients et mes collaborateurs et moi-même, du coup. Donc, c'était très particulier. Donc, c'est ce genre de profil qui s'adapte, qui... je ne vais pas dire qu'il ne stresse pas parce que ce ne serait pas vrai, mais ce serait juste qu'il sait se confronter à des choses pas toujours faciles et en même temps qui derrière sait aussi donner de la positivité. C'est plutôt dans ce sens-là. C'est vraiment du soft skills, c'est une posture, une manière de pouvoir répondre, de toujours trouver la bonne réponse, la solution. Enfin, 90% du temps, on arrivait avec des questions que je ne savais pas répondre en hôtellerie, c'est normal, mais le but c'était de savoir comment j'allais y répondre. Et aussi rapide qu'en un clic, comme vous dites, en hôtellerie c'était déjà ça, donc maintenant c'est la même chose. Et les types de profils, c'est vraiment c'est une vision servicielle. Je pense que dans tous nos recrutements, on doit un petit peu y penser. C'est pas juste l'hospitality management ne doit pas s'incarner par une personne. Oui, j'ai le bon profil, mais si on arrivait à recruter des gens qui avaient plus ces soft skills, à mon avis, tous les services arriveraient à mieux travailler entre eux et travailler, ce serait plus intéressant. Voilà. Après, c'est pour moi ce genre de profil. Et même question que Tariq juste avant l'aparté, est-ce que vous arrivez à valoriser l'impact de l'hospitality management sur l'attractivité ou la rétention de talents ou l'engagement ? C'est vrai que c'est pas facile parce qu'on n'a pas de data pour le coup, c'est compliqué. Déjà d'une, ces clients ne payent pas, alors forcément ça ne donne pas d'impact de fidélisation, mais en fait c'est par des retours internes qu'on en a, c'est par des surveys, ça marche très bien, c'est pas toujours facile de faire répondre les gens, mais en général quand ils répondent assez bien et on sait ce qui marche pas. Je crois qu'il y a un bon impact, même si les gens... quelques années après, des fois, ils ne comprennent pas forcément à quoi on sert, mais ils ne sont pas toujours au courant de ce qu'on fait, mais parce que justement, ils ne doivent pas avoir ce côté back-office, et c'est très bien, ça veut dire qu'on a réussi. Nous, on donne juste le produit fini, qui est normalement censé être parfait, et oui, on a, je pense qu'en tout cas, là où je suis, on a bien fidélisé, et dans d'autres entreprises, ça marchait bien. Quand on a des retours du style, écoutez... on a, depuis que vous êtes ici, ces choses vont plus rapidement, on se dit, ça marche. Mm-hmm. Cyril Diguet, sur cette question d'apport, de mesure de l'hospitality management. Je dirais que c'est ce qui est le plus compliqué parce qu'avant, ce qu'on mesurait, c'était de la technique. C'est pour ça que je dis que c'est... Alors, on passe à l'expérientiel. La technique, c'est j'ai fait une demande d'intervention, je l'ai clôturée dans tel temps, elle a été résolue. Après, est-ce que celui qui a demandé est satisfait ou pas ? Des fois, on a commencé à le faire, mais... Donc, on voit bien que les indicateurs pour voir si l'impact de l'hospitality, ça va être lié au RH. Ouais. Donc à la fidélisation, au turnover, à la satisfaction. Enfin, il y a des enjeux, différents. Donc ça veut dire c'est comment j'arrive à toucher, à avoir la data, ou comment je peux avoir ces retours-là. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est là-dessus où les indicateurs, on commence à réfléchir avec les clients en disant c'est quoi les bons indicateurs. Mais c'est très compliqué parce que c'est un nouveau métier, c'est une nouvelle approche et l'entreprise n'est pas encore rodée à l'exercice
de mesurer ce côté expérientiel et très tourné sur l'utilisateur. Sachant que le collaborateur, il a aussi beaucoup d'attentes, de plus en plus personnalisées. Donc on voit bien qu'à un moment donné, c'est comment j'arrive à avoir de la data, mais non plus de ne pas être intrusif chez le collaborateur, à le polluer en permanence pour avoir son retour, parce qu'à un moment donné, il en a marre aussi de faire que des feedbacks. Donc, Encore assez peu de recul, oui, Tariq. On peut mesurer l'engagement du collaborateur, on peut mesurer ses dimensions, même ses dimensions fonctionnelles ou émotionnelles, donc du feeling quelque part. Donc c'est difficile à mesurer, c'est de l'émotion, mais on peut mesurer le temps de réponse qu'on met lorsqu'il y a une demande claire, transactionnelle, j'ai besoin de ceci, ou il y a quelque chose dans mon bureau qui ne fonctionne pas, donc quel est le délai de réponse. Mais le point, et là où c'est important, vous parlez de profil, l'empathie, la dimension empathique, la dimension... et se mettre à la place des autres, et j'ai envie de dire même aimer les autres. C'est important, comprendre ce que les autres veulent. Parce que lorsque vous résolvez un problème, vous avez X façons de le résoudre. Vous pouvez résoudre et fermer, dire « Ok, j'ai résolu ». Maintenant, comme disait Cyril, est-ce qu'on se pose la question, est-ce que la personne est satisfaite? Est-ce qu'on a vraiment répondu à la question ou on a fait semblant de répondre à la question? Est-ce qu'on a clôturé un irritant ou est-ce qu'on s'est posé la question de comment faire pour que cet irritant ne se reproduise pas et comment réfléchir sur le long terme que chaque irritant, que chaque question posée ouvre la porte à un nouveau projet. C'est ça, c'est là que c'est infini. Je vais rebondir. Il y a un enjeu qui est important, mais je l'avais vécu même dans mon ancienne vie, quand je faisais du FM et autres. C'est qu'à un moment donné, vous pouvez résoudre le problématique, mais l'enjeu, c'est la communication avec celui qui a demandé. Quand vous ne communiquez pas avec lui, des fois, il se dit « Ah, ça n'a pas été résolu ». Alors que ça a été résolu. Problème de clim, ça a été résolu, mais il se dit « Oh là là, j'ai encore trop chaud, trop froid ». Alors que ça a été résolu, tout est très bien. Parce qu'il y a juste eu le problème de communication, de dire « Je suis intervenu, n'hésitez pas s'il y a un petit souci de réglage et revenez vers moi ». Et là, d'un seul coup, on change l'expérience du collaborateur qui se dit « Ah, il l'a traité ». Il me demande si je veux un réglage. Non, c'est plutôt bien. Et vous verrez que vous n'aurez pas le même résultat à la fin. Donc, l'humain est important. Et puis, effectivement, expliquer, personnaliser, humaniser la relation. Parce qu'effectivement, il y a la relation, l'application, l'applicatif, etc. est une chose. Mais lorsque vous prenez le temps d'appeler la personne ou de la voir, de prendre un café, de dire, écoute, voilà, effectivement, le point que tu évoques et que tu as publié est très important. Mais voilà les contraintes. Il faut parfois aussi... Il ne faut pas toujours se dire c'est l'autre, etc. C'est pas ça du tout. Mais parfois, il y a des sujets qu'on ne peut pas résoudre en quelques minutes ni en quelques heures, qui prennent un peu de temps. Et ça, il faut savoir l'expliquer. Et du coup, c'est le collaborateur, il ne faut pas toujours le faire, mais c'est le collaborateur qui devient empathique, qui comprend aussi. Donc c'est un vrai échange, c'est pas du tout transactionnel. Donc je pense que les différentes dimensions qu'on a citées, de la transaction vers l'émotion et vers l'échange, l'attachement il se fait par la relation, il se fait pas par uniquement des transactions. Ça passe par l'humain, la relation, mais vous le disiez, ça passe aussi chez vous par un réseau social interne où les collaborateurs peuvent faire remonter des problématiques ou autres. Par exemple, on a déployé un nouveau restaurateur de restauration. Effectivement, donc tous les points qui sont positifs ou les points qui sont à améliorer sont adressés par les collaborateurs et d'autres collaborateurs, des dizaines, des centaines, like ou commentent et disent voilà, ça c'est pas normal, ça aurait dû être fait comme ci ou comme cela, etc. C'est très intéressant parce qu'on partage aussi ces commentaires en interne et on partage ces commentaires aussi avec le partenaire avec lequel on travaille pour dire ça c'est très bien, ça c'est des points qui sont améliorés, pourquoi ceci, pourquoi cela, etc. Parce que les collaborateurs, ils ont la connaissance, ils ont l'observation aussi, ils observent les détails. C'est pas juste ils viennent travailler, ils partent. Ils sont là, ils observent l'ensemble des détails. Certains peuvent en tout cas les toucher en disant tiens, on aurait pu faire comme ci, on aurait pu gagner du temps là, on aurait pu faire... Donc de co-construire au final l'expérience. C'est pas facile pour les équipes qui reçoivent tous les messages, ni pour les fournisseurs, mais c'est important, ou les partenaires, mais c'est important parce que c'est comme ça qu'on s'améliore. Alors, je vais revenir juste sur la question de l'attractivité et de la rétention, parce que c'est souvent la question qu'on nous pose. Est-ce que vous pouvez nous démontrer qu'une offre d'hospitality va permettre d'eux Non, moi, je ne vais pas vous démontrer qu'une offre d'hospitality permet d'eux. Ce qui est certain, c'est que ça fait partie, quand on parlait au début de gadgets ou à avoir, ça fait partie d'un ensemble à avoir aujourd'hui. Premier élément, l'attractivité, ce n'est pas un sujet d'hospitality. Ça va être la politique d'attractivité de l'entreprise, le secteur d'activité, sa politique RH, sa RSE, sa raison d'être, les locaux. Une fois que le collaborateur arrive, alors là, effectivement, on commence à avoir un rôle à jouer. Vous prenez le terme anglais de la journée. Effectivement, il faut qu'on va faire tout le parcours du collaborateur dans son intégration, dans sa nation. Et après, il va découvrir le panel de services.
Et là, effectivement, ce sont des marqueurs qui vont être soit du plus. Alors, j'adore votre histoire de réseau social parce qu'il peut liker. Alors, c'est comme les Uber Eats, on met 5 étoiles, 3 étoiles, mais au moins, c'est en temps réel et c'est partagé Et immédiatement. commenter. Et c'est très bien, j'ai envie de vous dire, c'est très bien parce que pendant longtemps, dans les métiers de l'accueil, on pouvait nous dire, vous êtes vous respectez le cahier des charges ou pas le cahier des charges, mais au-delà du cahier des charges, c'est est-ce que l'utilisateur, le consommateur de l'accueil est-il satisfait? Et lui, on ne le touchait jamais. Et dans certains cas, vous pouviez avoir 2 minutes de retard, mais finalement, l'expérience vécue par le collaborateur, le visiteur, était très satisfaisante. Donc moi, j'aime bien ce côté notation immédiate, même si on est souvent dans l'émotion. Et sur la rétention, c'est pareil. Ça n'empêchera pas quelqu'un de partir d'une entreprise, mais c'est un ensemble, c'est une addition d'éléments qui vont faire qu'à un moment, si en plus, l'ensemble du panel de services qui est adressé dans l'immeuble n'est pas au niveau de certains de ses copains ou de ses relations qui vont lui expliquer que dans telle société concurrente, ils ont ça, en plus de la même politique de travail, ils ont un accès à une salle de sport, ils ont un hospitality manager qui fait ça peut effectivement laisser partir des gens. Donc c'est un élément aujourd'hui à avoir, encore une fois, parce qu'on parlait de connectivité, de services à consommer régulièrement. Et ces services, il faut mesurer la satisfaction. Et pour mesurer la satisfaction, il faut accepter, encore une fois, d'ouvrir le panel des collaborateurs, des occupants de l'immeuble, à un accès à une enquête. Soit l'enquête est faite par la société, soit elle est faite par un tiers. Nous, on utilise des sociétés tiers qui font des sondages pour nous. Soit elle est faite par le client avec la DRH. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il nous faut du retour. Il ne nous faut pas uniquement le feedback d'un cahier des charges respecté ou non respecté. Quand vous avez 1000 personnes dans un bâtiment, on ne peut pas uniquement se dire vous avez respecté ou pas respecté. C'est est-ce que les 1000 utilisateurs sont satisfaits ou pas et où est-ce qu'on doit s'améliorer? Parce que quand tu disais le manque de communication, il y a un élément, c'est celui-là. On fait beaucoup de choses, mais on communique parfois pas bien ou on ne peut pas communiquer. Et donc si on veut créer ce lien direct entre le desk d'hospitality et l'utilisateur final, il faut que le client donneur d'ordre ou prescripteur accepte à un moment de créer cette communauté d'échange. Et dans la restauration collective, ça existe parce qu'on a souvent des commissions restaurants. Donc on a l'utilisateur. On n'a pas des commissions d'accueil, on n'a pas des commissions de sécurité. Enfin, on a les sachants, mais on n'a pas forcément les utilisateurs. Voilà. Donc c'est aussi un mindset à changer quand on vient sur ces sujets-là. J'ai un bon exemple, alors pas dans l'entreprise, mais dans une maison de santé spécialisée, Ouais. qui est dans Paris, et on a mis une démarche d'hospitality management. Donc on a l'impression vraiment d'être à l'hôtel, on est traité. Pourquoi? Parce que le patient qui vient, il vient pour des vraies problématiques de fond, qui peuvent être sur de la gynécologie, sur d'autres univers. Donc on a vraiment une démarche globale, et le seul indicateur où on juge le prestataire d'hospitality qui gère tous les métiers, de l'accueil jusqu'au multitechnique, c'est la note Google. Pourquoi? Parce que la note Google, c'est visible de tous les patients. Et c'est comme ça qu'on attire les patients dans cet établissement qui est une expérience spécialisée et qu'on crée la différence par rapport aux autres maisons de santé. Top. Et donc, c'est ça qui est le curseur. Et c'est là-dessus où est pénalisé le prestataire, où il y a un bonus. Bonus-malus en fonction de cette note-là. Donc, son degré d'exigence pour accueillir le patient, faire qu'il soit bien, qu'on limite sa source de stress, est hyper important. Donc, ça passe de l'accueil jusqu'au multitechnique. Parce que, voilà, s'il fait trop chaud, trop froid, il ne va pas être bien. Enfin... Et chaque curseur est important. Et donc, c'est un peu pareil. Demain, il faut avoir des indicateurs qui soient jugés sur la vraie vie de l'occupant. Je suis d'accord. Après, lier l'attractivité, le ROI, etc., parfois, c'est des questions pièges, et souvent, c'est des questions pièges. Et les entreprises, je vous le dis à vous, mais les entreprises qui vous posent toutes ces questions, c'est qu'elles n'ont pas envie de le faire. Non, mais c'est vrai. On commence à vous dire, non, montre-moi le ROI, montre-moi ça, Ouais. démontre-moi ci. Je vous citerai un exemple alors le jour. Vous pouvez me citer un exemple, je pense que je suis assez transparent sur le mais c'est sujet. C'est bien d'observer, c'est bien de mesurer, c'est bien, mais on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est que l'entreprise qui était, en général, les entreprises étaient des lieux un peu peut-être plus fermés, et avec cette transformation de la ville, de la vie, etc., et cette résonance, ça se transforme aussi en hubs sociaux. Donc, on accueille non seulement les clients et les partenaires, mais on peut accueillir aussi les voisins, on peut accueillir les citoyens, on peut raconter l'histoire de l'entreprise, inspirer. Et donc c'est toutes ces populations-là qu'on accueille. Donc, l'aspect service, l'aspect hospitality, il est pour tous. Il ne s'est pas différencié, il est pour tous. Ça, c'est très important. Mais lorsqu'on veut vraiment démontrer par A plus B que ça donne ça, etc., c'est que l'entreprise n'a pas du tout envie de se lancer dans la... Et donc, parfois, vous perdez votre temps. Merci du conseil. Je vous en prie. Guillaume Amar, juste pour revenir sur le profil aussi que vous recherchez, les soft skills dont Alexis parlait, vous tournez du coup de plus en plus vers des profils hôteliers, événementiels? Alors, événementiel, on en a en interne, c'est la chance qu'on a dans le groupe, donc ceux-là, on peut les faire évoluer. Sur la partie, effectivement, hôtellerie, très clairement, oui. On va chercher, effectivement, ces profils-là. On a la chance d'être international.
Donc on va aussi chercher des profils à l'international qui ont cette capacité ou qui ont cette formation pour apporter une vision différente de ces services-là. Et enfin, on a aussi aujourd'hui créé notre propre école de formation, justement sur ces sujets-là, parce qu'il n'existe pas, il existe des cursus hôtellerie, mais il n'existe pas des cursus dits hospitality management, ou en tout cas dans ces métiers du FM dédiés à l'hospitality management. Et donc, on a pris le parti, on avait déjà une académie des métiers de l'accueil, on l'a élargi à l'ensemble des métiers de l'hospitality management pour expliquer demain, effectivement, l'évolution de ces métiers-là et les profils qu'on cherche. Alors, ce n'est pas tant un diplôme, encore une fois, c'est surtout un savoir-être au départ. Le savoir-faire, c'est essentiellement, il y a des cours, mais il y a surtout beaucoup de pratiques, beaucoup de contacts clients, mais il y a aussi des qualités humaines qui sont, que tout le monde n'a pas. Vous parlez d'empathie, je suis totalement d'accord, ou d'altruisme. En tout cas, l'empathie, c'est clair. Il faut avoir cette capacité à ressentir, à comprendre, pas se dire j'ai réglé l'irritant ou l'incident et je passe à autre chose. Quel impact ça a eu sur mon client utilisateur, comment je peux le traiter. Donc ça, effectivement, on doit aussi le détecter en amont, parce que vous aurez beau avoir des gens qui voudront faire, quand vous êtes face client, quand vous êtes face utilisateur, quand vous êtes face, et vous le disiez très justement tout à l'heure, à des personnes qui vont être soit confrontées à des problématiques graves comme des attentats, ou bien à des problématiques techniques ou à des irritants, eh bien, il faut garder toujours ce côté calme, posé, serein, rassurer et apporter une solution. Et est-ce que vous vous confrontez, comme dans d'autres secteurs comme l'hôtellerie ou la restauration, à des problèmes de recrutement ? Alors, tout le monde est confronté à des problèmes de recrutement. Il n'y a pas que l'hôtellerie et la restauration, malheureusement, et ça va s'aggraver, ça va s'empirer. On a eu la chance d'avoir une intervention d'un prestataire bien connu qui s'appelle Indeed, je vais le citer, sur la courbe démographique, on va dire en France, et les métiers en tension. Je pourrais vous envoyer la courbe et les statistiques. C'est dans nos métiers, si on ne se réinvente pas sur ces sujets-là, on est mort. Parce que ce ne sont pas des métiers où on va attirer beaucoup. Donc le seul moyen, effectivement, de les attirer, c'est d'apporter de l'intérêt, de la valeur à ces métiers. Alors, il y a une valeur intérêt intellectuel, intérêt pratique, mais il y a aussi une valeur salaire. Ça a un coût. On ne rémunère pas de la même façon certains profils par rapport à d'autres. Et demain, avec les métiers de service qu'on va demander, comment on mesure effectivement la valeur ajoutée, ça sera peut-être le prochain débat. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que nous, on va se réinventer. On va aller chercher ces nouveaux profils, aller chercher ce qu'on appelle plus du... J'aime pas le terme, mais je vais vous le donner pour qu'on imagine un peu du premium. Et des gens qui sont prêts à mettre de l'argent pour faire vivre une expérience utilisateur à leurs collaborateurs. Si vous êtes prêt à faire vivre, c'est ce que vous disiez, cette expérience, parce que c'est dans le mindset de votre entreprise, et bien là, il y a des prestataires qui sauront répondre. Si vous achetez uniquement un prix et dire je vais faire un peu d'hospitality, on ne sera pas en mesure de répondre parce que ça va nécessiter, quoi qu'il arrive, de forts investissements. Et pour revenir sur la question du people, on n'aura pas d'autre choix. On manque de main-d'œuvre. Les JO arrivent, on va manquer de main-d'œuvre dans des métiers comme la sécurité en tension, on va manquer dans la restauration. Et donc, ça va être une course et ça va être le seul moment où les gens vont être prêts à payer parce que pendant les JO, vous avez beaucoup plus de budget parce que c'est du budget one-shot. Et nous, on le voit déjà, les gens sont prêts à payer des prestations de façon plus élevée qu'en temps normal. C'est complètement délirant. Pour autant, c'est la réalité. Donc oui, il y a des problèmes de recrutement. Charge après à l'employeur que nous sommes aussi, parce que nous ne sommes pas uniquement qu'un prestataire, d'être attirant. Qu'est-ce que je fais pour eux, sachant que nos métiers sont essentiellement sur site. Donc on a beaucoup plus de personnel sur site que en structure. Qu'est-ce que je fais pour garder mes talents, pour les rendre attractifs? Quel parcours de management je fais? Voilà, c'est tous ces sujets-là que l'on a aussi, nous. On parle de nos clients, mais je parlais du groupe en interne. Le DRH a aussi tous ces sujets-là à traiter avec moi en termes de rétention et d'attractivité. Cyril, je voyais vous la réagir. Ouais, je dirais que c'est sûr qu'il y a de la tension. Il y a des transformations dans les formations aussi qui accompagnent pour aller vers ces métiers-là, parce que c'est des nouveaux métiers. Et moi, je dirais, on est passé de l'ère où on formait sur le savoir-faire au savoir-être, et maintenant, on est passé au savoir-vivre. C'est ce que disait Tariq, c'est le côté empathique. C'est-à-dire que le profil, il n'est pas juste là à délivrer, j'ai le sourire, tout ça, je t'écoute. Non, c'est d'aller vraiment dans la connexion avec l'individu. Et il rentre dans la sphère aussi personnelle du collaborateur. Donc, c'est là où le savoir-vivre est important. Donc, est-ce que justement le rôle de l'hospitality manager va être comme à l'hôtel de personnaliser de plus en plus ses services, d'aller vers des prestations? Ce qu'on voit, et dans le dernier baromètre qu'on a publié, Baromètre UX Explorer, on voit bien les attentes des collaborateurs qui sont de plus en plus pointues dans leurs demandes vis-à-vis de l'entreprise. Et on a vu des sujets monter en puissance. Alors le sport est monté en puissance. Alors même s'ils sont à 2 à 3 jours sur le lieu de travail, ils veulent du sport à la fois sur le travail et en même temps une réponse quand ils sont en dehors de leur lieu physique, donc avec des plateformes digitales, il y a plein de choses. Mais il y a aussi le sujet santé qui est monté en puissance. Ils attendent aussi des réponses de l'entreprise parce qu'à un moment donné, ils veulent aussi des réponses plus personnalisées. Ils veulent du coaching aussi, du mentoring. Enfin, il y a plein de sujets qui sont arrivés où ils veulent du soft skills, c'est-à-dire monter en compétences sur plein de sujets. Donc on voit qu'ils ont beaucoup d'attentes. Donc ils commencent à demander beaucoup de choses à l'entreprise qui souvent avant amené une prestation de masse, souvent, et maintenant qui est obligé d'améliorer sa finesse en ayant plusieurs réponses. À la fois, quand on parle de la restauration, c'est plusieurs offres de restauration, mais quand on parle de plein de thématiques sur la santé, c'est qu'est-ce que je vais amener à mon collaborateur? Parce que
Avant, on ne voulait pas rentrer sur des sujets comme ça parce qu'on était trop intrusif. Sauf qu'ils allaient des attentes, donc c'est comment j'amène une partie de la réponse. On ne va pas amener toutes les réponses, mais c'est comment j'arrive à amener des réponses à mes collaborateurs. Donc on voit bien que ces sujets-là, c'est en pleine réflexion et il faut amener des réponses plus personnalisées aux collaborateurs, si on veut le garder aussi. Tariq Lebtahi, est-ce que vous êtes intéressé, vous aussi, par un service plus personnalisé ? On n'est pas intéressé par un service hyper personnalisé parce qu'on n'est pas dans du one-to-one et qu'on ne peut pas recruter 22 500 one-to-one. Voilà. Donc, il y a quand même un service global. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est la réinvention de l'accueil, réinvention des services de sport, réinvention des espaces, des conciergeries, etc. Donc, se reposer la question sur chaque touchpoint, chaque moment est important. Donc, on le voit lorsqu'on lance un survey, un sondage, donc sur un sujet comme la restauration, on a 1700 sur 4300 personnes, 1700, 1800 répondants, c'est très important, avec des commentaires qui sont longs, c'est pas oui, non, etc. Ouais. On laisse la capacité, donc ils passent du temps à répondre, c'est-à-dire qu'il y a une vraie attente. La restauration également, là, peut-être 1400, 1500 répondants, c'est énorme. Donc c'est des sujets qui intéressent le collaborateur. Et après, c'est les différentes catégories. Alors pour ne pas dire hyper personnalisé, mais des catégories. Donc, est-ce que vous êtes athlète de haut niveau ? Est-ce que vous êtes occasionnel ? Est-ce que vous faites de temps en temps, etc. Donc, d'avoir ces catégories de profils et par là même dessiner des services et essayer. Adapter parce qu'il faut de l'espace, il faut du budget et c'est difficile de faire plaisir à tout le monde. Il y en a qui veulent plus faire de la boxe, d'autres qui va faire du crossfit, l'autre de la course. Donc, on a la chance d'avoir à Vélizy, en tout cas toute la forêt de Meudon, etc. Donc, de poursuivre l'expérience à l'extérieur, mais effectivement, on pose aussi la question, est-ce que vous êtes dans un milieu associatif ? Est-ce qu'on essaye de comprendre cette intimité, de comprendre ce qui est la vie privée et la vie. Ça, on a commencé à le faire avant le Covid, de nous intéresser, de permettre aux collaborateurs de partager qui ils sont, pas seulement ce qu'ils font, mais par leur passion, par ce qu'ils étaient, par ce qu'ils représentaient, par ce qu'ils aimaient faire dans leur temps libre, etc. Donc ceux qui répondaient, on a même fait des clips vidéo, etc., pour montrer qui ils étaient. On a découvert d'ailleurs des champions, des photographes internationaux, des champions de sport, des dessinateurs, des photographes, voilà, toute cette richesse que nous ne connaissions pas. Parce que si vous êtes dans une relation transactionnelle, vous la découvrez. Et par la suite, quand vous savez tout ça, vous dites quels sont les services qu'on a envie d'offrir. Mais on ne peut pas faire d'hyper-personnalisé. Il y a un sujet, parce que moi j'ai un bon exemple sur un immeuble où on a développé des salles de sport, cours, etc. Et en vrai, on est devenu dans le côté plus communautaire et plus partage. C'est-à-dire qu'il y a des collaborateurs qui disent « Moi, je suis spécialiste de l'équilo. » Et j'ai envie de faire partager à un moment donné aux autres collaborateurs un cours. Donc on a dit à State Fitness, vous pouvez nous autoriser à le faire. Et il y en a un qui est venu parce qu'il était heureux de partager ce qu'il maîtrisait et de partager avec les autres. Donc on voit qu'il y a aussi cette notion qui est en train d'évoluer, ce côté communautaire au sein de l'entreprise. Ouais. Et communauté apprenante. Ouais. Guillaume Amar, vous essayez vous aussi d'aller vers une personnalisation des services ou en tout cas des prestations au sein de l'entreprise ou vis-à-vis de nos clients ? Vis-à-vis de vos clients. Vis-à-vis de nos clients. Alors oui, mais encore une fois, c'est ce que je redis à chaque fois, ça va dépendre du client et de la typologie du lieu. Vous citiez Vélizy, vous êtes à côté de la forêt de Meudon. Si vous êtes en plein Paris, c'est pareil. Mais oui, on essaie de déterminer profil, typologie, c'est quoi leur loisir. On teste. Alors on teste des choses, puis parfois on dit non, ça marche pas, on va chercher autre chose. Donc oui, on essaye de personnaliser. Maintenant, certains de nos donneurs d'ordre nous disent aussi, attendez, ça reste un lieu de travail et d'échange, donc ils vont aussi cadrer les sujets sur lesquels ils vont être d'accord, et d'autres qui vont être plus, alors là pour le coup, gadget. Mais le sport et la santé sont les deux éléments aujourd'hui effectivement extrêmement forts et qui ressortent. On l'a vu dans la restauration, sur la santé, mais même sur le reste, la posture, le mobilier, tout va être fait pour effectivement donner un temps important au bien-être du collaborateur. Encore une fois, post-Covid, sujet de burn-out, de retour au travail. Donc les gens font aussi, les clients font très attention à ces sujets-là aussi. Tariq, vous voulez réagir ? J'ai oublié ce que j'allais dire. Mais je suis d'accord avec moi. Voilà. J'étais d'accord avec vous. Je pense que la personnalisation, effectivement, c'est limite. On est dans un lieu de travail, d'échange et de collaboration. Bien de le rappeler, oui. C'est bien de le rappeler. Voilà. C'est pour ça que je dis nous ne sommes pas dans un hôtel, nous sommes dans un lieu de collaboration, mais ces lieux doivent incarner. Et quand je disais la restauration ou les salles de sport, il faut qu'ils ressemblent aux collaborateurs, à ce qu'ils recherchent, mais aussi à l'entreprise, à l'ADN de l'entreprise. Qu'est-ce qu'ils peuvent raconter
raconter. Les lieux, qu'est-ce qu'on doit incarner, y compris dans la restauration, qu'est-ce qu'on doit apprendre. C'est-à-dire que chaque moment dans votre journée, théoriquement, ce n'est pas encore le cas, mais vous devez non seulement apprendre de votre management, non seulement apprendre, mais vous devez apprendre du lieu qui doit vous inspirer, qui doit vous raconter quelque chose, de la restauration, de la salle de sport. Vous devez arriver entre le moment où vous arrivez le matin et le moment où vous repartez le soir, vous dites « j'ai appris des choses ». Ça, c'est pas toujours évident, mais il faut y travailler pour arriver à le faire. La joie, le plaisir d'apprendre. Alix Torgoman, est-ce que vous aussi, vous tendez vers cette personnalisation ? Oui, mais on considère, et ça c'était aussi dans mes vidéos, qu'un budget est bien utilisé quand il est utilisé pour tout le monde. Donc forcément, si on personnalise pour 10, 15 personnes, mais que le reste ne s'y retrouve pas, il y a cette limite à avoir, mais il faut quand même les écouter. Donc c'est là où l'empathie, le profil est important, dans n'importe quel métier. Mais en tout cas, on essaye. On n'y arrive pas toujours, évidemment, mais c'est pas évident à personnaliser un service. Donc déjà, on le fait par la connexion, la personne. Et après, si quelque chose touche tout le monde, oui, on le fait. Si ça fait sens avec l'entreprise, en effet, nous, on est dans une entreprise de santé, donc tout ce qu'on va faire pour la santé, pour nos collaborateurs, ça va encore avoir plus d'impact. On est aussi dans la santé de maladies rares. Donc, si on fait un programme, là en ce moment, on fait un programme avec Stop Illettrisme pour apprendre à des gens le français. Ça fait très sens dans notre entreprise, peut-être moins dans une autre. Voilà, donc il faut personnaliser à l'échelle de l'entreprise, du bureau. C'est plus facile dans un plus petit bureau. Dans un siège social, c'est plus grand, c'est plus difficile. Mais on essaye. On va maintenant prendre aussi quelques minutes pour répondre aux questions des internautes qui nous suivent. Manon s'est occupée de les regrouper. Manon, sur quoi portent les interrogations des internautes ? Pouvez-vous donner des exemples de services mis en place dans vos entreprises ? Quels sont ceux qui fonctionnent le mieux et ceux que vous avez abandonnés ? Alors, plutôt Tariq et Alexis, du coup, j'imagine. Qui se lance en premier ? Réfléchis. Oui, on a fait on a mis en place une cabine médicale, par exemple. Ouais. Voilà. C'est très concret. Voilà, il y a une salle où il y a une cabine. Et on est dans une entreprise de santé, donc on s'est dit, peut-être que ça va très bien marcher. Ça a marché, mais peut-être pas autant que ce qu'on voulait. En fait, on se rend compte que déjà, si on ne communique pas sur ce qu'on fait et sur ce qu'on... mais communiquer tout le temps. Il faudrait limite s'en vanter tout le temps, parce que sinon, les gens ne sont pas au courant, même si on leur dit à leur jour d'arrivée, évidemment, ils oublient les informations. Donc, il y avait ça. Donc, oui, ça a marché au début, il y a un effet waouh, puis après, ça a pu marcher. Dès qu'on relance, ça marche. On a lancé une application pour réserver son bureau après le Covid, mais forcément... On n'était pas en flex office, donc ça n'a pas forcément marché. Donc voilà, il faut que les choses fassent sens là-dedans. Maintenant, on a lancé, on a fait une ouverture de la terrasse pour nos collaborateurs et ça a très bien marché forcément, puisque c'est un espace non utilisé. Et là, d'un coup, en effet, on fait un espace collaboratif en plus, qu'il fasse beau ou pas, les gens ils peuvent y aller, c'est très agréable. Voilà, donc oui, on a plutôt des exemples comme ça. Tariq, de votre côté ? On a mis en place depuis 2009 une conciergerie très avancée. Il y a énormément de services de pressing, etc. Donc il y a vraiment d'entretien ou de coiffure ou de relaxation, etc. Sans qu'on soit dans un hôtel. C'est qu'on se comprenne. Sur la restauration aussi, on est en train de réinventer les services de restauration. Mais en fait, ce n'est pas quel service on a mis en place, c'est quels services on a mis en place pour maintenant et qui vont se réinventer tout le temps. C'est ça le point. C'est que la lassitude, c'est comme vous dans votre vie privée en tant que citoyen. C'est-à-dire que vous avez un moment où il y a un service, mais si ce service il n'est pas challengé au quotidien, il n'est pas réimaginé au quotidien, si on n'écoute pas le collaborateur qui nous raconte son histoire, et qui va matcher avec... le service, il s'essouffle très vite. Donc, c'est comment toujours réinventer les services, que ce soit l'accueil, que ce soit... etc. Donc, l'ensemble des services qu'on a mis en place est important. Beaucoup parfois n'ont pas survécu. Certains, comme la restauration, l'ouverture et l'extérieur, ça a très bien fonctionné. Mettre des tables sur le gazon, etc. Et tous les services, les food trucks, etc., ça a très bien marché. Les services médicaux, les services... Voilà, il y a toute cette panoplie
mais ce n'est pas combien de services on a mis qui est important, c'est le peu qui va très bien fonctionner et qu'on va toujours réimaginer pour surprendre. Et puis j'imagine que c'est propre à chaque entreprise aussi, mais Cyril. Souvent, je dis moins mais mieux. Ça, c'est quand même l'élément clé quand on Exactement, veut développer du service. Après, de retour d'expérience chez les clients avec qui on travaille, je dirais qu'il y a des services, on va dire, qui sont des vrais liens de sociabilisation. On parle de la boisson chaude. Et souvent, on est passé même sur des offres de barista et autres qui ont évolué. Pourquoi ? Parce que c'est comment recréer l'attractivité, donner envie aux gens de se rassembler autour d'un lieu avec quelqu'un qui sait vraiment faire un vrai café, travailler et autres, avec un vrai choix de sourcing du café engagé et autres. La restauration, de toute façon, c'est un incontournable parce que c'est un lieu de sociabilisation par habitude, mais elle doit se réinventer parce qu'on voit bien ils n'attendent plus la cantine, ils attendent vraiment plein de choses et on voit de l'offre vegan jusqu'à plein de paramètres. Après, il y a un service qui est monté très fort en puissance au moment du Covid et l'après-Covid, qui est la mobilité douce. On l'oublie des fois, mais la mobilité douce, beaucoup de collaborateurs se déplacent aujourd'hui en vélo, gyropode, trottinette. On l'a mis en place. Et donc, ça veut dire qu'il faut amener des réponses. C'est pas juste je mets un rack, c'est je mets aussi un tuyau de réparation, je mets aussi des casiers pour réchauffer, parce qu'il y en a qui se déplacent même par temps où il y a de la brume, il y a de la pluie et autres, et donc il faut réchauffer, chauffer la tenue pour que le soir, quand il repart, il soit dans une tenue chaude. Enfin, donc ça veut dire qu'on repense tous les espaces différemment. C'est pour ça que je dis que ça évolue, il faut toujours le faire évoluer, et on voit bien qu'il y a des montées en puissance de services. Après, il y a des services qui ont plutôt tendance à se casser la figure, qui sont la conciergerie. Okay. Parce que la conciergerie basique, comme on l'a connue dans le temps, statique, elle est plus élaborée, elle doit vivre, c'est un lieu d'animation. Enfin, et on voit bien que ce service-là, il a du mal aujourd'hui, il est en train de se réinventer parce qu'il n'est plus du tout adapté aux besoins d'usage du télétravail et de quand je suis présent ou en dehors de la partie bureau. Enfin, on voit bien que tout ça est en train de bouger énormément. Manon, on va prendre une autre question. Comment bien communiquer sur les test and learn ? Comment évaluer que la prestation souhaitée a atteint ses objectifs ? Faites-vous par exemple appel à un panel de collaborateurs pour tester ou réfléchir à de nouveaux services ? Alors, moi, j'ai des réponses par rapport à ça, parce que c'est vrai que souvent, il faut quand même faire des groupes projets pour faire des test and learn, et sonder aussi, parce que c'est vrai que la bonne idée, si c'est 10 personnes sur 1800, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut qu'il y ait un service qui soit un minimum qui va répondre quand même à une majorité des gens. Donc, soit représentatif. C'est pour ça que c'est représentatif. Donc c'est pour ça que le test and learn, c'est d'abord on va faire un groupe de travail pour savoir si on met en place de la mobilité douce ou ce qu'on veut et voir comment. Et après c'est de dire on va tester une première étape et puis après on l'élargira. Donc les groupes panels sont importants parce que ils sont quand même représentatifs d'une entreprise, comme de la société, quand on fait des panels. Et donc, ça permet d'avoir une vision quand même assez cohérente de ce qu'on peut mettre en place et de faire en sorte que ça réussisse. Il faut y aller step by step, on ne peut pas faire le catalogue. Nous, ce qu'on fait effectivement sur ces sujets, quand on doit amener des nouveaux métiers ou des nouveaux services, on en revient toujours au sujet du client, ce qu'il veut vraiment. Donc, on fait des ateliers dits de design thinking, on les fait réfléchir pourquoi ils en ont besoin, quel est l'intérêt, vraiment à l'échelle, et pas un effet de mode, parce que souvent, c'est j'ai vu ça chez un tel, donc j'aimerais bien essayer. Non. Pourquoi vous en avez besoin ? Est-ce que c'est possible chez vous ? Une fois qu'on a fait ça, on fait donc le test and learn ou le POC, on installe la solution, ou en tout cas on la met en place, on détermine effectivement un panel, et ce panel, effectivement, il y a des KPI, des taux d'utilisation, des taux de satisfaction, des taux de retour de panne, et en fonction de ça, après on développe pas, ils votent, il y a un budget après derrière, mais effectivement, il faut d'abord bien déterminer le besoin, parce que l'effet mode, attention, voilà, tout le monde n'a pas besoin, là, je suis fan de la mobilité douce, mais en fonction de là où va être votre lieu, c'est pas le même besoin de mobilité douce entre le plein Paris et puis des sites très excentrés où, finalement, on va plutôt avoir besoin peut-être de places de parking plus larges, des recharges de batteries électriques et ainsi de suite. Donc, bien comprendre le besoin du client, j'insiste. Bien comprendre le besoin du client et le comprendre de manière continue. On parlait du métier d'hospitality, etc., mais c'est aussi, parfois, j'entends, de proximité. On n'a pas parlé de proximité avec le collaborateur, voire parfois même de confident. On n'y est pas encore, mais en tout cas qu'il soit là pour comprendre les besoins et écouter aussi. Et ça aussi, il y a des signaux faibles, il y a des tendances, parce que quand je disais on transforme tout le temps, l'objectif, c'est pas facile de transformer tout le temps, mais je dis idéalement. Mais en tout cas, il y a même si vous prenez le cas, juste, je ne suis pas un connaisseur du sujet, mais de la salle de sport, en tout cas, vous avez, on ne pratique pas le sport hier comme aujourd'hui, on ne le pratique pas aujourd'hui comme demain, et les tendances émergent, de nouvelles tendances, et il faut réadapter aussi avec ces nouvelles, même ces wordings qui n'existaient pas hier et qui existent aujourd'hui, dont on se dit, tiens, même avec des sportifs, j'ai entendu ça, mais je ne sais même pas de quoi il s'agit. Donc on regarde, ah oui, c'est une combinaison de ce sport et celui-ci. Mais c'est une tendance, et cette tendance, elle est intéressante parce qu'elle active d'un point de vue physique quelque chose de nouveau qu'on ne regardait pas avant, mais qu'on est en train de vouloir, sur lequel on veut vouloir travailler. Maintenant, on va prendre encore une ou deux questions.
Est-il possible de calculer un ROI et sur quels critères ? Est-ce que La vous lancez fameuse- vos pièges ? Est-ce que vous voulez lancer votre Question du service ou ROI. pas, vous Alors, non, mais c'était intéressant ce que vous disiez tout à l'heure, c'est l'envie de la direction, l'envie du dirigeant, l'envie de l'entreprise de lancer le projet. C'est d'abord une envie avant de calculer un ROI. Quel ROI Est-ce que c'est de l'attractivité, c'est compliqué? Est-ce que c'est de la rétention? Est-ce que c'est une plus grande valeur ajoutée? Est-ce que c'est plus de chiffre d'affaires? Je ne sais pas. On y croit, on n'y croit pas. Il y a des entreprises qui ne croyaient pas au télétravail, d'autres qui y croient. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Nous, aujourd'hui, on est convaincus, je pense, autour de la table, pour dire qu'il est clair qu'aujourd'hui, avec la nouvelle génération, et même celle dont je fais partie, ça répond à des besoins. Prendre soin de sa santé, avoir un espace de travail plus collaboratif, plus agréable, plus fonctionnel, avec un panel de services, parce que nous aussi, on vit avec un téléphone portable et on a accès à plein de services. Donc voilà, si on veut vivre avec l'air de temps et peut-être pas paraître has-been, je pense que c'est nécessaire d'y aller. Et encore une fois, c'est pas un gadget. Voilà. Est-ce qu'une relation amoureuse est héroïsable? Voilà, c'est ça. C'est exactement la question que vous posez. Est-ce que l'attachement, c'est héroïsable, etc. On peut se poser toutes ces questions, mais voilà, c'est une question de conviction aussi. On a envie de faire que ça se passe bien. On a envie que nos collaborateurs ne passent pas du temps à demander, redemander, mais d'avoir justement une réponse à des questions. Ça paraît aujourd'hui, voilà, ce n'est pas facile, encore une fois, à mettre en place. Surtout quand vous avez un réseau social, vous avez toutes les demandes qui arrivent. En plus, vous pouvez faire des demandes personnelles, etc. Mais il faut l'orchestrer, ça prend du temps, mais il faut le faire. Maintenant, moi, personnellement, je ne me pose pas la question, est-ce que c'est héroïsable pour l'attachement? Bien sûr que si vous passez un moment agréable dans votre journée et que vous n'avez pas d'irritant et que vous dites « Ok, j'étais là pour travailler, pour collaborer et que ça s'est bien passé », c'est l'idéal. Maintenant, est-ce que l'entreprise, je ne sais pas si l'entreprise pose la question, mais si elle se dit « Est-ce que je mets des irritants et que je ne leur réponds pas ?» Parce que c'est ça, c'est pas que du plaisir, c'est pas qu'un moment pour déjeuner. Déjeuner, c'est un moment clé de la journée, mais si on l'attend... Et on le voit, et les collaborateurs, ils sont aussi impatients. Il y en a qui ont des meetings à 12h30, il y en a qui ont à 13h30, il y en a qui n'ont pas du tout de meeting à 12h, 14h, idéalement. Et ceux qui ont à 14h, ceux qui font le sport, ils ont envie que tout ça s'articule dans leur journée, dans leur fonctionnement, entre je ne veux pas terminer à 14h et ne pas avoir de service de restauration à 14h parce que après je mets à courir. Donc voilà. Et puis, dans une entreprise internationale, mais c'est le cas aussi d'entreprises nationales, je ne sais plus s'il y a des entreprises locales qui ne parlent pas à d'autres sociétés, mais vous avez aussi des décalages horaires, donc parfois vous devez vous adapter aux collaborateurs qui sont en Inde, etc. Donc, le service restauration doit être là, le service sport doit être là, le service hospitality doit être là, et tout s'orchestre pour que la journée soit fluide. Pensez l'hospitality au-delà du ROI, Guillaume. Alors, je voulais rebondir sur la notion des irritants, qui est assez, pour moi, symbolique du sujet. C'est souvent, je pose la question, quelle sont les 3 irritants dans votre entreprise? Qu'est-ce qui aujourd'hui agace le plus ou énerve le plus vos collaborateurs? Dans certains cas, ça va être l'accessibilité au bureau, donc les transports, mobilité douce. Je ne peux pas faire grand-chose. Est-ce que ça va être la restauration? Un autre sujet. Est-ce que ça va être l'IT? Souvent, on me dit c'est l'IT. On voit souvent que c'est le sujet d'IT. Eh bien, créer un desk dans lequel, effectivement, il y a du back-office avec des ingénieurs qui réparent. Et nous, on est au front et on prend les irritants, on échange le téléphone portable, on a ça dans des grands cabinets d'audit où, effectivement, les gens sont tout le temps à l'extérieur. Quand ils viennent au bureau, leur PC ne marche pas, il faut le changer tout de suite. Donc, ça va dépendre de la typologie de l'irritant. Et là, vous allez vite mesurer le ROI. Si votre irritant qui était à 10, il descend à 2 ou 1, vous avez tout de suite mis en place une notion de service, d'hospitality dans l'ensemble sur votre bâtiment. On va prendre une dernière question rapidement avant de couper. Manon. Est-ce qu'il ne serait pas également opportun d'améliorer l'expérience collaborateur en dehors de l'entreprise, en télétravail par exemple? Alors, ça j'ai une réponse parce qu'aujourd'hui, les entreprises quand même font attention à cet aspect-là, parce que c'est bien de dire je garantis l'espace bureau, mais à un moment donné, le chez-soi, c'est aussi un espace bureau. Donc soit j'ai un poste de travail de qualité chez moi et isolé, sauf que quand on est 2 à télétravailler et quand on est dans 2 pièces, c'est très compliqué. Donc on voit les entreprises qui commencent à fournir des tiers-lieux à côté, qui commencent à trouver des solutions pour aussi garantir que le moment de travail en dehors du bureau, en télétravail, soit aussi un moment de qualité. Voire même, on voit des hubs en train de se créer en région aussi pour regrouper les collaborateurs. Enfin, on voit qu'il y a plein de choses qui sont en train d'être travaillées. C'est un peu nouveau, mais le poste de travail du collaborateur en dehors du bâtiment en tant que tel doit être aussi pris en compte. Ce qui est très très compliqué parce qu'on parle de X points de travail et de bureau, alors qu'avant, un immeuble, on maîtrisait sa logique spatiale. Donc on voit que c'est des sujets de réflexion
sur lequel aujourd'hui les services généraux travaillent quand même pas mal sur ces sujets-là. Il y a encore une marge de progression. Il y a une marge de ouais. progression, oui, parce que Tout à c'est fait. nouveau aussi, je pense que, mais le collaborateur veut aussi des réponses sur ces espaces-là. Merci à vous quatre. Il est maintenant temps de clore ce débat. Sachez que le replay sera disponible d'ici 24 heures. Le compte-rendu de nos échanges sera également disponible dans notre numéro de novembre. Merci aussi à Amaury Lefébure pour l'aparté tout à l'heure. Et rendez-vous en 2024 pour un nouveau cycle de Lab. Bonne journée à tous.